Après 5 ans passés sous mon toit, 5 longues années où les silences étaient devenus plus pesants que les mots, mon fils Daniel et sa femme Christine ont remporté le gros lot, 75 millions d'euros à la loterie. Le chiffre résonnait dans l'air de notre salon, aussi froid et tranchant que la voix de Christine ce jour-là. C'était un mardi après-midi. Le soleil d'été inondait la pièce d'une lumière crue, révélant la poussière qui dansait dans les raies et la tension palpable entre nous. Elle s'est plantée devant moi, les bras croisés sur sa poitrine, un sourire mince et prédateur étiré sur ses lèvres. « Va dans une maison de retraite, Bernard. Nous n'avons pas besoin de ta pitié ici. Plus maintenant. » Ces paroles avaient la netteté d'un coup près, mais je n'ai pas vacillé. Un sourire, lent et délibéré, a étiré mes propres lèvres. Un sourire qui, je l'espérais, masquait la douleur de l'instant, pour mieux révéler la certitude d'une victoire à venir. « Chérie, as-tu pris la peine de vérifier le nom inscrit sur le ticket ? » Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Bernard, et je suis sincèrement heureux de vous retrouver, même si les circonstances de notre rencontre sont inattendues. Je vous remercie d'avance de bien vouloir liker cette vidéo et de m'accorder votre temps pour écouter mon histoire jusqu'au bout. Dites-moi, s'il vous plaît, de quelle ville vous m'écoutez. Cela me réchauffera le cœur de savoir jusqu'où mon humble récit a pu voyager, au-delà des murs de ma vieille maison. J'avais l'habitude de croire, avec la naïveté d'un homme qui a trop aimé, qu'une maison pleine de famille, bruyante et vivante, était le plus beau cadeau qu'un homme puisse espérer dans sa vieillesse. J'avais tort. Le plus beau cadeau, c'est la paix, la dignité, et parfois, une petite revanche. Mon nom est Bernard Dubois. La plupart des gens m'appellent simplement Bernard, et cela me convient très bien. J'ai 68 ans cette année, et j'ai passé plus de la moitié de ma vie à enseigner. Un instituteur à la retraite qui a vu défiler des générations d'enfants, leurs espoirs et leurs petites tragédies. Pendant 31 ans, j'ai vécu entre les murs douillets de cette même maison en bois blanche, nichée au cœur de la rue de l'Orme-à-Danton, un petit coin tranquille de la Seine-et-Marne. C'était plus qu'une maison, c'était le refuge que mon époux, Gérard, avait façonné de ses propres mains. Il avait bâti la véranda, pièce par pièce, chaque clou planté avec amour, chaque planche poncée avec patience, sous le regard attendri du soleil d'été. C'est là, dans l'allée baignée par la lumière du matin, qu'il nous a quittés, emporté par une crise cardiaque au printemps 2016. Après son départ, il n'y a eu que moi, la maison qui portait son empreinte à chaque recoin, et le murmure mélancolique du vent qui s'engouffrait à travers les larges feuilles des chênes qu'il avait plantées l'année de notre mariage, des jeunes pousses devenus des géants silencieux. Pendant les 3 années qui ont suivi la mort de Gérard, je me suis étonnamment bien débrouillé seul. La solitude n'était pas l'impuissance, et je le savais. Ma pension d'instituteur suffisait à mes besoins. Mon jardin m'offrait une occupation apaisante et ma voisine, Ruth, était toujours là pour un brin de causette ou un café. J'avais assez de bon sens pour naviguer les eaux calmes de mon veuvage avec une certaine dignité. Mais à l'automne 2019, alors que les feuilles rousses tourbillonnaient dans l'allée et que l'air se faisait plus vif, mon fils Daniel m'a appelé. Sa voix, habituellement si douce et enjouée, était empreinte d'une anxiété palpable. Son entreprise de BTP, m'expliqua-t-il, connaissait un ralentissement important, et lui et Christine avaient accumulé des retards de loyer. Je n'ai pas hésité une seconde. Le sang n'est pas de l'eau. « Venez vivre avec moi », lui ai-je dit, le cœur serré par son malheur. Cette maison est de toute façon bien trop grande pour une seule personne. Ce fut ma première erreur, une erreur monumentale dont je ne mesurerai l'ampleur que bien plus tard. Aimer mon fils? Non, cela n'a jamais été une erreur. L'erreur fut de ne pas poser plus de questions, d'être aveuglé par mon affection paternelle au point de ne pas sonder la véritable nature de Christine. Elle est arrivée quelques jours plus tard, son menton déjà légèrement relevé, comme si l'air pur de ma campagne nécessitait une évaluation minutieuse avant qu'elle ne consente à le respirer. Elle avait 34 ans, des traits acérés qui semblaient taillés dans la glace, et un talent étrange pour les compliments qui, d'une manière ou d'une autre, vous laissaient toujours avec un sentiment de dépréciation sournoise. « Quel petit endroit douillet !» a-t-elle lancé le premier après-midi, ses yeux scrutant avec un air de dédain à peine voilé les plafonds de 3,60 mètres de mon salon. Un héritage de l'architecture du début du siècle. J'ai forcé un sourire, essayant d'ignorer la pointe d'agacement qui me traversait, et je l'ai conduite à la chambre d'amis.
Une pièce que j'avais repeinte d'un blanc crème apaisant et meublée d'un matelas neuf la semaine précédant leur arrivée, dans l'espoir de leur offrir un véritable havre. Durant ces premiers mois, la cohabitation était, disons, gérable. Daniel, avec sa nature posée, m'aidait au jardin, arrachant les mauvaises herbes avec une application que je lui avais enseignée enfant. Christine, de son côté, contribuait occasionnellement aux courses, jetant dans le chariot des articles que je n'aurais jamais achetés. Nous partagions un dîner familial le dimanche, et je me suis efforcé de croire que cela fonctionnait, que nous formions une sorte de famille moderne. Mais j'avais été instituteur pendant 34 ans, et les enseignants apprennent, par la force des choses, à lire l'ambiance d'une pièce, à déchiffrer les non-dits et les tensions latentes. Dès la 2e année, j'ai commencé à remarquer de petites choses, des détails qui s'accumulaient comme des cailloux dans la chaussure. Christine a réorganisé ma cuisine sans jamais demander ma permission, déplaçant mes ustensiles, réarrangeant mes épices, comme si elle était chez elle. Pire encore, elle a déplacé la photo encadrée de Gérard, qui trônait fièrement sur la cheminée du salon, pour la reléguer sur une étagère poussiéreuse dans le couloir. Je l'ai remise à sa place. Elle l'a déplacée à nouveau. Elle parlait de la maison comme de « notre » endroit au téléphone avec ses amis, une appropriation qui me glaçait le sang. Elle se plaignait de mes habitudes télévisuelles, des odeurs de ma cuisine quand je préparais mes plats mijotés, de l'heure à laquelle je me réveillais. Et Daniel ne disait rien. Il avait toujours été une âme douce, trop douce, avait l'habitude de dire Gérard en secouant la tête, même s'il le disait avec une tendresse infinie. Un souvenir fugace de Gérard le taquinant gentiment me fit sourire amèrement. Dès la 3e année, toute prétention de respect s'était envolée. Christine avait cessé de frapper avant d'entrer dans ma chambre, ma dernière parcelle d'intimité, s'introduisant sans gêne, sans un mot d'excuse. Dès la 4e, elle avait commencé à me parler avec ce ton particulier, cette intonation condescendante, réservée aux enfants en bas âge ou aux personnes âgées dont on estime qu'elles ont perdu une partie de leur lucidité. Lentement, surarticulant chaque mot, avec un sourire artificiel et éclatant qui ne parvenait pas à cacher le mépris dans ses yeux. « Alors Bernard, on a bien dormi, n'est-ce pas ? Ou « On veut quoi pour le déjeuner aujourd'hui ?» prononcé comme si elle s'adressait à un enfant en difficulté. Je n'ai rien dit. J'ai observé. C'est aussi un don que l'enseignement m'avait octroyé. La patience et la capacité à lire entre les lignes, à attendre le bon moment. Puis, au printemps 2024, tandis que les bourgeons éclataient sur les arbres du jardin et que l'air s'emplissait de la promesse des beaux jours, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie entière. J'ai acheté un ticket de loterie. Non pas par désespoir, comme on pourrait l'imaginer. Je ne suis pas ce genre d'homme à courir après la fortune. Je l'ai acheté parce que ma voisine Ruth, avec son entrain habituel, m'y avait mis au défi à la station-service sur la route départementale 9, un petit établissement vieillot où flottait toujours une odeur d'essence et de café brûlé. Je l'ai acheté parce qu'il ne coûtait que 2 €, une somme insignifiante, et parce que parfois, à 68 ans, on se permet de petites folies, juste pour ressentir la possibilité, même infime, de quelque chose d'inattendu, de briser la routine. J'ai acheté 2 tickets ce jour-là. J'en ai gardé un par pure impulsion, une générosité passagère qui n'avait pas de destinataire précis. Le second, je l'ai tendu à Daniel alors qu'il traversait la cuisine ce soir-là, son regard rivé à l'écran lumineux de son téléphone. Il m'a remercié d'un vague hochement de tête, sans même lever les yeux. Je l'ai oublié. 3 semaines plus tard, le monde a changé. Pas le monde extérieur, avec ses bourgeons et ses promesses, mais le mien, ici, entre ces murs familiers. Daniel avait vérifié son ticket, celui que je lui avais donné un soir sans y penser, et avait découvert 5 numéros correspondants et un numéro complémentaire. Le prix annoncé était de 75 millions d'euros. 75 millions. Un chiffre qui résonnait comme un coup de tonnerre dans la petite maison de la rue de l'Orme. Soudain, l'air s'était épaissi, chargé d'une tension nouvelle. La maison est devenue quelque chose que je ne reconnaissais plus, comme si une entité étrangère s'y était installée, imposant ses règles. Il y avait des appels téléphoniques incessants, des sonneries insistantes brisant le calme habituel. Des avocats, des conseillers financiers, des figures austères en costumes impeccables, dont la seule étoffe coûtait sans doute plus cher que ma vieille Honda Civic. Christine, elle, flottait dans les pièces avec une assurance nouvelle, un éclat qui n'avait rien à voir avec la joie sincère
et tout à voir avec le pouvoir brut. Son rire, autrefois forcé, résonnait désormais avec une stridence nouvelle. Elle a acheté de nouveaux meubles, des canapés massifs en cuir que je trouvais trop sombres, une table basse en verre démesuré, et les a fait livrer avant même de me demander mon avis. Elle parlait d'investissements audacieux, de propriétés à l'étranger, de leur avenir, de son avenir, avec une fréquence qui excluait entièrement le mot « nous », comme si je n'étais qu'un meuble ancien qu'on allait bientôt remiser. J'ai observé tout cela depuis ma table de cuisine, ma tasse de café fumante entre les mains, et j'ai senti quelque chose de froid et de silencieux s'installer dans ma poitrine, une certitude glaçante. Et puis est arrivé le matin où cela s'est produit. C'était un mardi, je m'en souviens, avec une clarté photographique. Le soleil du printemps filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, dessinant des motifs de lumière sur le carrelage froid. Le léger bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale étaient les seuls sons habituels. J'étais debout au comptoir, mes mains d'ancien instituteur tenant fermement un couteau d'office, en train de couper une pomme pour mon petit déjeuner, le geste précis et mécanique de l'habitude. C'est alors que Christine est entrée, drapée dans une robe de chambre en soie d'un rouge écarlate que je n'avais jamais vue auparavant. Une étoffe luisante et luxueuse qui paraissait déplacée dans notre cuisine modeste. Sans un regard pour moi, elle a traversé la pièce, s'est emparée de ma cafetière, la même que Gérard et moi avions choisie il y a 20 ans, et s'est versé une tasse de café noir. Elle a dit, d'une voix neutre, presque chantante, sans même se retourner pour me regarder, comme si elle s'adressait à une plante ou à un objet inanimé. « Bernard, nous en avons parlé, Daniel et moi. Nous avons décidé que vous seriez probablement plus à l'aise quelque part avec des gens de votre âge. Un environnement stimulant, vous comprenez. Il y a une très belle résidence service senior de l'autre côté de Danton, avec des activités, un jardin. Bien sûr, nous couvririons tous les frais. Absolument tout. Vous n'auriez à vous soucier de rien. » Le son de sa voix était doux, mielleux, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Je posai le couteau sur la planche en bois, le bruit sec brisant le silence tendu. Mes doigts s'agrippèrent au comptoir. Je la regardais, mon regard se posant sur son profil impassible. Elle finit par se retourner. Ses yeux bleus, habituellement vifs, étaient étrangement vides, dénués de toute animosité. Et c'était presque pire que de la méchanceté. C'était l'expression glaçante de quelqu'un qui, en toute bonne conscience, faisait ce qu'il fallait, ce qui était logique, raisonnable. « C'est ma maison, » dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu, mais ferme. Une ombre, fugace comme un nuage traversant le soleil, traversa son visage. Une lueur d'irritation, de surprise. Puis le masque de la froide rationalité retomba, plus implacable que jamais. « Plus pour très longtemps, Bernard, » dit-elle, sa voix calme, presque chuchotante, mais absolument certaine, comme une sentence irrévocable. « Nous n'avons plus besoin de votre charité, Bernard. Nous n'avons plus besoin de vous. Videz votre chambre. Faites vos valises. Daniel est d'accord. » Elle se détourna, sa robe de soie bruissant doucement, et sortit de ma cuisine. Ma cuisine. La pièce où j'avais appris à mon fils Daniel, un petit garçon aux joues sales et aux yeux brillants, à faire des crêpes les samedis matins pluvieux, ses petits doigts maladroits dans la pâte. La pièce où Gérard et moi nous étions assis, main dans la main, la dernière nuit de chaque année, buvant du cidre doux et parlant de celle à venir, de nos rêves et de nos espoirs, les lumières de Noël scintillant faiblement. Cette cuisine était l'épicentre de ma vie, le cœur battant de mes souvenirs. Je restais là, immobile, au milieu de ma cuisine, l'odeur du café se mêlant à celle, plus subtile, de la pomme coupée. Le silence qui suivit son départ était assourdissant, lourd de toutes les paroles non dites, de toutes les années ignorées. Puis, lentement, un sourire étira mes lèvres. Non pas un sourire de joie, mais un sourire amer, teinté d'une ruse inattendue. Car Christine avait commis une erreur monumentale, une erreur catastrophique, et elle ne le savait pas encore. Son arrogance, sa certitude d'avoir le contrôle, l'avaient aveuglée. Elle ne m'avait jamais interrogé sur l'autre billet de loterie. Jamais. Je descendis le couloir, mes pas résonnant doucement sur le parquet usé, jusqu'à ma chambre. Je fermai la porte derrière moi, le claquement feutré du bois contre le chambranle marquant une séparation nette. Je m'assis sur le bord du côté du lit de Gérard, là où il posait toujours sa pile de livres, avant de dormir. C'est là que j'allais toujours.
par réflexe, quand j'avais besoin de réfléchir clairement, de son côté, comme si sa présence silencieuse pouvait encore guider mes pensées. L'oreiller, que j'avais refusé de changer, avait perdu son odeur il y a des années, bien avant que ses affaires ne soient rangées dans le grenier. Mais l'habitude était restée, ancrée profondément. Et parfois, à mon âge, l'habitude est tout ce qui vous retient, un fil ténu dans le tissu déchiré de l'existence. Je restais assis là, le dos voûté, le regard perdu dans les motifs du couvre-lit, longtemps. Laissez-moi être honnête sur ce que je ressentais pendant ces premières minutes, ces instants où le monde s'est soudainement inversé. Car je pense que l'honnêteté, même brutale, est la seule chose qui vaille la peine d'être offerte à ce stade de l'histoire, la seule vérité qui puisse éclairer les ténèbres. J'avais peur. Non pas la peur vive et dramatique de la crise imminente, celle qui vous fait courir ou crier. Non. C'était la peur sourde et lancinante, insidieuse, des personnes âgées et impuissantes. La peur de l'effacement. La peur que le monde, avec sa cruauté indifférente, se soit tranquillement réorganisé autour de vous pendant que vous ne regardiez pas, pris dans vos routines, et que personne n'ait l'intention de vous le dire, de vous prévenir avant que le sol ne se dérobe. J'avais 68 ans. Mon corps me rappelait chaque matin son âge, les douleurs, les raideurs. J'avais une pension de 1 900 € par mois, une somme décente pour une vie simple, mais dérisoire face aux 75 millions. Ma voiture, ma fidèle Honda Civic de 2014, était une relique, avec une lente et persistante fuite au pneu arrière gauche que je devais regonfler chaque semaine. Et les 2 personnes que j'avais hébergées, nourries et tolérées sous mon toit pendant 5 longues années, par affection pour l'un et par obligation pour l'autre, venaient de m'informer, avec l'efficacité calme et clinique d'une transaction commerciale, que ma présence n'était plus requise. J'étais devenu une variable inutile dans leur nouvelle équation de richesse. Étais-je surpris? Une partie de moi, celle qui avait observé Christine avec une patience d'entomologiste, ne l'était pas vraiment. Les signes étaient là depuis 2 ans, des fissures subtiles dans le vernis de la cohabitation, s'accumulant comme de l'eau insidieuse sous un plancher, menaçant la structure même de ma vie. Mais savoir qu'une inondation arrive, que la catastrophe est inévitable, ne rend pas l'eau moins froide, moins glaçante quand elle vous submerge. L'émotion menaçait de m'engloutir, une vague de trahison et de rage silencieuse. Je me forçais à penser de manière pratique, à me raccrocher aux faits. C'était l'instinct de l'enseignant qui reprenait le dessus, la discipline acquise au fil des décennies. Lorsque l'émotion menace de submerger, cherchez la structure, les piliers sur lesquels s'appuyer. Le premier fait, le plus solide, était celui-ci. Je suis propriétaire de la maison. Ce n'était pas une supposition, mais une vérité tangible. L'acte de propriété, relié d'un cuir un peu jauni, était à mon nom. Bernard Dubois, dûment enregistré au bureau d'enregistrement du département de Seine-et-Marne. J'avais acheté cette maison avec Gérard en 1991, après des années d'économie, après tant de discussions passionnées sur la couleur des volets et l'aménagement du jardin. Et quand il est décédé, il y a 7 ans, elle m'était revenue entièrement, sans contestation. Personne ne m'avait demandé de signer quoi que ce soit, aucune paperasse n'avait changé de main. Personne ne m'avait offert d'argent pour cela, pas un centime. Personne n'avait le droit légal de me l'enlever. La déclaration de Christine, plus pour très longtemps, prononcée avec cette assurance glaciale, n'était pas la loi. C'était une menace, une pure et simple menace. Mais les menaces proférées par des personnes qui viennent de gagner 75 millions d'euros ne sont pas les mêmes que celles de personnes qui n'ont rien. Elles ont un poids, une force de frappe que je devais prendre en compte. Et c'est là que j'ai réalisé l'ampleur de son erreur. J'y pensais. L'image de ce que l'argent pouvait accomplir se dessinait dans mon esprit avec une clarté effrayante. Des avocats, des batailles juridiques interminables, des retards calculés, un harcèlement constant, une pression insoutenable qui éroderait même la plus solide des volontés. J'avais suffisamment lu les nouvelles, vu les reportages télévisés, pour savoir que la richesse, cette richesse démesurée, avait le pouvoir de transformer la géométrie de n'importe quelle dispute, de faire pencher la balance de manière irrémédiable. Ils pouvaient me rendre la vie misérable, même sans le moindre fondement légal. Leurs ressources leur permettraient de semer le doute, de contester ma capacité mentale, de prétendre que je n'étais plus en mesure d'entretenir la propriété que j'avais chérie. Ils pouvaient, plus simplement encore, rendre mon existence ici si intolérable que je choisirais, de mon plein gré, de fuir.
Avait-elle déjà envisagé cette éventualité, Christine? Probablement. Ce n'était pas une femme stupide, loin de là. C'était une femme calculatrice, et cela, je le savais par expérience, était infiniment plus dangereux. Je restais là, la peur s'accrochant à moi comme une ombre tenace, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une entité que je pouvais enfin tenir à distance, observer sans la laisser me submerger. Le soleil du matin, pâle et incertain, filtrait à travers les rideaux de lin, dessinant de longues bandes de lumière sur le parquet ancien. Le silence de la maison était lourd, seulement rompu par le lointain gazouillis d'un merle. Puis, je me levai, les muscles raides, et me dirigeai vers le petit bureau niché dans le coin de ma chambre. C'était le bureau de Gérard, un secrétaire à cylindre en noyer sombre qu'il avait hérité de son père, son bois patiné par des décennies de mains et de pensées. Chaque fois que je posais ma main sur son plateau lisse, je sentais un écho de sa présence. J'ouvris le tiroir inférieur gauche, le mouvement familier du bois glissant sur ses rails. Le billet de loterie était là, reposant dans une simple enveloppe blanche, exactement là où je l'avais glissé 3 semaines auparavant, avant de l'oublier complètement, absorbé par le quotidien. Je le sortis, le papier fin froissant légèrement entre mes doigts. Je le regardais, les 7 chiffres imprimés à l'encre noire, une séquence anodine qui, je le savais maintenant avec une certitude glaciale, valait 75 millions d'euros. Car le billet que j'avais remis à Daniel n'était que le billet numéro 2, le duplicata. Et celui-ci, blotti dans ma paume, était le billet numéro 1, l'original. Même tirage, même heure d'achat, même reçu de caisse, toujours plié au fond de mon portefeuille, comme un talisman oublié. Voici ce que personne dans cette maison ne savait, et ce qui constituait ma seule et unique chance. En France, un prix de loterie appartient au demandeur désigné sur le billet soumis. On ne peut pas réclamer un prix sur un billet que l'on n'a pas soi-même acheté, à moins que la propriété n'en soit légalement établie. Or, j'avais acheté les 2 billets, j'en avais la preuve irréfutable avec le reçu. Et, détail crucial, je n'avais pas signé le billet que j'avais donné à Daniel. Lui, dans son excitation juvénile et sa naïveté, ne l'avait pas encore soumis pour traitement officiel. Il avait un avocat qui s'en occupait, c'est ce que j'avais surpris à travers le mur de la cuisine, un murmure étouffé, un mot ou deux qui avaient traversé le plâtre pour me parvenir. Cela signifiait qu'il y avait encore du temps. Un court laps de temps, sans doute, mais du temps tout de même. Je savais que j'avais besoin d'aide, une aide extérieure, pas de ma famille. Ma famille venait de faire la démonstration éclatante de sa véritable valeur. J'avais besoin de quelqu'un possédant des connaissances juridiques, quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt à être poli face à la menace qui se dressait devant moi. Je décrochai le téléphone fixe, un modèle ancien à touche dont le plastique jauni semblait appartenir à une autre époque. Le poids de l'appareil dans ma main était étrangement réconfortant. Je composais le numéro de Ruth. Ruth Callaway était ma voisine depuis 22 ans et ma plus proche amie pendant la majeure partie de cette période. Elle avait 71 ans, conduisait un pick-up rouillé mais fiable, cultivait des tomates qui faisaient passer les miennes pour de pâles excuses et n'avait aucune patience pour les bêtises, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Elle décrocha à la 2e sonnerie, sa voix un peu rauque mais toujours aussi directe. « Bernard, tu n'appelles jamais avant midi, à moins que quelque chose n'aille vraiment pas. » Il y avait une pointe d'inquiétude, mais surtout cette connaissance mutuelle qui n'a pas besoin de fioritures. « Quelque chose ne va pas, Ruth, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je lui racontai tout, du début à la fin. Le billet, la scène glaçante dans la cuisine, les mots venimeux de Christine, les 75 millions, mon propre billet, l'original, tapi dans le tiroir du bas. Je parlais d'une voix calme, sans dramatiser, comme j'avais appris à le faire pour annoncer des choses difficiles aux parents lors des réunions scolaires, où chaque mot devait être mesuré pour ne pas créer de panique. Quand j'eus fini, Ruth resta silencieuse un instant, si longtemps que je crus un instant qu'elle avait raccroché, ou que la ligne était coupée. Le silence était pesant, rempli de la gravité de mes mots. Puis elle demanda, sa voix soudainement plus grave, plus posée. « Tu as un avocat, Bernard ?»« Non, pas depuis que Gérard et moi avons acheté la maison en 91, » répondis-je. Une image de Gérard, jeune et rieur, choisissant des carreaux pour la cuisine, traversa mon esprit. Mon neveu David est spécialisé en droit de la famille et de la propriété à Paris. Il est bon, très bon même, et il ne perd pas de temps. Tu penses que je devrais l'appeler aujourd'hui ?
Oui, absolument, dit Ruth sans hésitation, sa voix retrouvant sa vivacité habituelle. Et surtout, ne dis rien à Daniel ou Christine. Absolument rien. Ruth ne dit pas un mot de plus sur le fond de l'affaire, se concentrant déjà sur la stratégie. S'il te demande où tu vas ou à qui tu parles, tu as rendu visite à un ami, ou tu es allé faire des courses. N'importe quoi, mais reste vague et naturel. Tu peux faire ça, Bernard? Garder le secret? J'ai enseigné au collège pendant 34 ans, Ruth, répondis-je, un léger sourire aux lèvres. J'ai géré des adolescents en pleine crise identitaire, des querelles de récréation et des parents surprotecteurs. Je peux garder un secret pour un jeune de 34 ans. Ruth rit, un rire franc et sonore qui résonna agréablement dans le combiné. Et pour la première fois depuis ce matin-là, quelque chose se relâcha légèrement dans ma poitrine. Une tension insidieuse s'évapora, remplacée par une étincelle d'espoir. À ce stade, le plan était d'une simplicité désarmante. À peine un plan, plutôt une direction à suivre, une boussole dans la tempête. Trouver un avocat. Établir ce que je possédais réellement et quel droit je détenais. Puis, et c'était la question qui tournait dans mon esprit depuis que j'avais regardé ce billet, déterminer s'il était trop tard pour agir ou s'il y avait encore du temps pour changer le cours de ce qui était sur le point d'arriver. Je remis le billet dans l'enveloppe, le papier léger et fragile, mais lourd de toute sa signification. Je glissai l'enveloppe dans la poche intérieure de mon vieux manteau de tweed, sentant sa présence rassurante contre ma poitrine. Je me dirigeai ensuite vers la salle de bain, l'air frais de la pièce contrastant avec la chaleur de ma chambre. J'ouvris le robinet, laissant l'eau froide couler un instant, avant de m'en asperger le visage à pleine main. Les gouttes glacées me revigorèrent, chassant les dernières brumes de la peur. Je levai les yeux et me regardai dans le miroir pendant un long moment, scrutant mon reflet. Mes traits étaient marqués par la fatigue, mais mes yeux, d'un bleu acier, brillaient d'une détermination nouvelle. Je n'étais pas un homme qui avait jamais eu besoin d'être sauvé par quiconque. J'avais traversé les épreuves, les deuils, les petits tracas de la vie avec ma propre force. Et je n'avais pas la moindre intention de commencer maintenant. 2 jours plus tard, le soleil matinal peinait à percer la fine couche de brume qui s'accrochait encore au toit de Danton. Je pris la route pour Paris, le moteur de ma vieille 406 diesel crépitant doucement sous la carrosserie fatiguée. Une certaine lourdeur pesait sur mes épaules, mais elle était étrangement mêlée à une détermination nouvelle, presque une excitation. J'avais passé la veille à relire mes notes, à me préparer mentalement à cette confrontation inévitable. J'avais murmuré à Christine que je rendais visite à un ancien collègue de mes années d'enseignement, une demi-vérité qui me permettait de ne pas me sentir excessivement coupable. Après tout, elle ne m'avait laissé d'autre choix. Elle ne m'avait pas pressé de détails, trop absorbée par son propre monde. Quand je suis passé devant la porte du salon, elle était plongée dans un appel vidéo avec un agent immobilier, le visage illuminé par le halo bleuâtre de l'écran. Sa voix, un peu trop aiguë, décrivait avec enthousiasme les qualités imaginaires de propriété qu'elle s'imaginait déjà siennes, des châteaux en Espagne bâtis sur Méguin. Je l'entendis rire, un rire sec et sans joie, tandis que mes pas s'éloignaient vers la porte. Daniel, lui, était comme souvent reclus dans le garage, penché sur un établi encombré d'outils, tentant probablement de réparer je ne sais quel objet oublié. L'odeur d'huile de moteur et de vieux bois flottait dans l'air. Il leva 2 doigts, maculés de graisse, en guise de salut mécanique, alors que je reculais dans l'allée. Un geste familier, presque un réflexe. Je lui rendis son signe, le cœur serré. Mon fils. Il avait toujours été si doux, si malléable. Je me souvenais de lui, enfant, les joues roses et les yeux brillants, me tendant fièrement un dessin de bonhomme. Où était passé ce garçon? Avait-il vraiment oublié l'homme que j'étais, le père que j'avais été? La question me rongeait, plus amère que n'importe quelle trahison. Le trajet jusqu'à Paris dura 1h20 par l'A6, une ligne droite ponctuée de champs jaunis par l'automne et de bosquets d'arbres aux feuilles rouilles. Le ciel, initialement gris perle, s'éclaircissait par endroits, laissant filtrer des rayons de soleil timides. J'écoutais une émission de radio sur les oiseaux migrateurs, leur voyage instinctif à travers les continents, et, par tronçons d'autoroute, je me sentis presque apaisé. L'idée de ces créatures suivant un chemin invisible, guidé par une force intérieure, résonnait étrangement avec ma propre quête. J'avais besoin d'un guide, d'une direction claire.
Le bureau de David Callaway, le neveu de Ruth, se trouvait au 4e étage d'un immeuble modeste, mais bien entretenu, niché dans une petite rue adjacente à l'agitation du centre de Paris. La façade haussmannienne, ornée de balcons en fer forgé, contrastait avec la sobriété de l'entrée. À l'intérieur, l'ascenseur grinçait doucement en nous hissant, mon anxiété et moi, vers le haut. L'odeur du vieux papier et de la cire de bois flottait dans le couloir. David, un homme de 39 ans, aux cheveux châtains impeccablement coiffés et aux lunettes fines, m'accueillit avec un sourire poli, mais distant. Il était méthodique, avec le calme particulier d'un homme qui avait entendu un grand nombre de versions de crise familiale et n'était plus surpris par aucune d'entre elles. Ses yeux clairs semblaient avoir vu l'abîme des querelles d'héritage et en étaient revenus indemnes. Il m'offrit un café, fumant, écorcé, que j'acceptais avec une légère appréhension. Le rituel du café, si banal, me ramenait à la réalité de la situation. Puis, sans plus attendre, je posai le billet de loterie sur son bureau, à côté du reçu de la station-service. Les 2 petits bouts de papier semblaient dérisoires, presque insignifiants, et pourtant, ils contenaient la promesse d'une fortune et le germe d'un conflit. Je lui expliquai la situation sans fioriture, ma voix étonnamment stable. Chaque mot était pesé, chaque détail important. David examina les 2 éléments attentivement. Ses doigts, fins, manipulèrent le billet avec une précision presque chirurgicale, comme s'il craignait d'en altérer la valeur. Il posa plusieurs questions, ses yeux ne me quittant pas. Quand avais-je acheté les billets? Avais-je signé l'un ou l'autre billet? Daniel avait-il signé le billet en sa possession? Une réclamation officielle avait-elle été déposée auprès de la Française des Jeux? Chaque question était un coup de marteau, me rappelant l'enjeu. Je répondis à chaque question dans l'ordre, ma mémoire se déroulant sans accroc. Non, je n'avais signé aucun des 2 billets. Non, aucune réclamation n'avait encore été déposée. L'avocat de Daniel était toujours en train de préparer la documentation, avait dit Christine, en attendant des conseils financiers sur le montage fiscal. Une autre preuve de leur avance, de leur professionnalisme dans cette entreprise de spoliation. David resta silencieux un instant, le regard rivé sur le reçu, la pointe de son stylo effleurant le papier. Le silence était assourdissant, rempli de mes propres craintes. « Ce reçu indique 2 billets achetés consécutivement, » dit-il enfin, sa voix rompant le charme. « Avec votre carte ?» Il leva les yeux vers moi, son regard perçant. « Vous pourriez établir la preuve d'achat. En France, les billets de loterie non signés sont des titres aux porteurs légaux, ce qui signifie que la propriété est basée sur la possession et la preuve d'achat. Mais vous avez donné un billet volontairement à votre fils. Cela complique la situation. Le souffle court, je sentais mon espoir vaciller. Cela annule-t-il ma réclamation ? Demandai-je. Ma voix n'était plus aussi ferme, trahissant l'angoisse qui me serrait la gorge. Pas nécessairement, répondit-il, une lueur d'encouragement dans les yeux. Vous lui avez donné un billet en cadeau. Mais le don d'un billet physique et le don des gains qui y sont attachés sont 2 questions juridiques différentes, surtout si le billet a été acheté avec vos fonds et qu'il n'existe aucune documentation du transfert de l'intérêt bénéficiaire. Ces mots étaient un labyrinthe juridique, mais je m'accrochais à l'idée qu'il y avait une issue. Il marqua une brève pause, me laissant digérer l'information. Le problème le plus immédiat est le suivant. S'il dépose ce billet pour une demande de prix avant que vous n'entrepreniez des démarches légales, la commission le traitera et l'argent sera transféré. Une fois que cela se produit, la récupération devient exponentiellement plus difficile. L'urgence de ces paroles me frappa comme un coup de poing. Le temps n'était pas mon allié. Combien de temps avant qu'il ne puisse pas le déposer? L'impatience montait en moi, une fièvre froide. Les réclamations pour des prix de cette taille nécessitent la soumission du billet original et une vérification d'identité. Son avocat doit d'abord finaliser le montage fiscal, ce qui prend généralement 2 à 3 semaines dans des cas comme celui-ci. Je suppose que vous avez 10 jours, peut-être 2 semaines avant qu'il ne le soumette? 10 jours. Le chiffre résonna dans mon esprit. Un compte à rebours impitoyable. 10 jours, répétai-je, le mot lourd de menace. Que dois-je faire? Je sentais le désespoir m'envahir, mais je me forçais à le repousser. Je ne pouvais pas me permettre de flancher maintenant. David posa son stylo sur le sous-main en cuir, son regard direct et assuré. Premièrement, je rédige une notification légale, une lettre affirmant votre intérêt de propriété sur le billet et informant la Française des Jeux d'une réclamation contestée. Cela ne bloque pas le prix,
mais cela crée un dossier officiel avant qu'aucune réclamation ne soit déposée. Deuxièmement, nous documentons tout, le reçu d'achat, votre relevé bancaire montrant la transaction par carte, une déclaration sous serment de votre part sur les circonstances. Il me regarda attentivement, sa voix baissant d'un ton. Cela ne passera pas inaperçu. Quand ils recevront la notification, Daniel et Christine seront au courant. La confrontation. Elle était inévitable et elle serait brutale. « Je sais », dis-je, ma voix à peine un murmure. Une vague de fatigue me submergea, mais je la combattis. « Êtes-vous prêt à cela ?» La question était simple, mais elle portait le poids de tout ce qui allait suivre. La dispute familiale, les accusations, la déchirure. Je baissai les yeux vers le billet posé sur son bureau. Ce misérable rectangle de papier fin qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu l'axe autour duquel toute ma vie tournait. 2 € de papier et une fortune qu'il voulait m'arracher. Je pensais au Porsche de Gérard, à nos longues soirées d'été, aux éclats de rire qui résonnaient dans la brise légère. Je pensais à Christine, à son geste hautain et irrespectueux lorsqu'elle avait déplacé la photographie de Gérard, comme si elle effaçait des années de ma vie. Je pensais au ton particulier de sa voix, ce matin-là, lorsqu'elle m'avait signifié leur décision. « Nous n'avons pas besoin de vous ». Ces mots, prononcés avec tant de mépris, résonnaient encore en moi. Ils avaient touché une corde sensible, celle de ma dignité, de mon existence même. Non, je n'avais pas l'intention de me laisser faire. Pas cette fois. « Oui », dis-je, relevant les yeux vers David, la voix plus forte que je ne l'aurais cru. « Je suis prêt. » David hocha la tête, sa mâchoire se crispant à peine. Il commença à taper sur son clavier, le cliquetis régulier des touches remplissant le silence de la pièce. Son écran s'illumina, affichant le protocole de notification de litige de la Française des Jeux. Il m'en expliqua les étapes, chaque ligne de texte juridique, une nouvelle couche de protection que nous allions ériger. Il me montra le formulaire utilisé pour affirmer une revendication de propriété concurrente avant la soumission officielle du prix. Il expliqua qu'une notification déposée à l'avance créait une trace écrite légale qui obligerait la commission à reconnaître le litige avant de débloquer les fonds. Ce n'était pas une garantie, il insista, mais c'était un drapeau planté en terre, une déclaration de guerre silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je reprenais le contrôle. Puis il me montra autre chose, un détail qui fit régner un silence si pesant dans la pièce que j'eus l'impression que l'air lui-même s'était épaissi. David se pencha légèrement, son regard rivé sur l'écran qui projetait une lumière froide sur son visage concentré. C'était une information inattendue, un coup de semonce qui me glaça le sang un instant. Il avait consulté la base de données publique de la commission pendant que nous parlions, et ce qu'il y avait découvert était un signe clair de l'offensive déjà lancée. L'avocat de Daniel avait soumis une déclaration préliminaire d'intention de réclamer le prix, une étape procédurale standard, 48 heures plus tôt. Ils avaient déjà commencé. « Ils agissent plus vite que prévu », dit David, sa voix basse, presque un murmure. Mon cœur rata un battement. Puis une vague de colère froide et familière monta en moi. Non pas la colère explosive, mais celle, sourde et tenace, que je réservais à Christine. « Christine », dis-je simplement, le nom claquant comme un verdict dans le silence tendu. David hocha la tête, sans un mot de plus. Il comprit, sans qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. La stratégie, l'anticipation, la rapidité, la cruauté, tout cela portait sa signature. C'était sa manière d'agir, toujours en avance d'un coup, toujours prête à s'assurer l'avantage. « Alors nous déposons le dossier aujourd'hui », dit-il, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle, comme un capitaine qui ajuste sa voile après une rafale inattendue. L'urgence était palpable, le cliquetis de son clavier reprenant avec une nouvelle intensité. Il prépara la notification cet après-midi-là, chaque mot pesé, chaque clause vérifiée. Le bureau s'emplissait du bourdonnement de l'imprimante, du froissement des papiers, des brèves explications de David. Je signai la déclaration sous serment, ma main tremblant à peine, tandis que l'encre s'étalait sur le parchemin, scellant mon engagement. C'était un acte formel, lourd de conséquences. Puis, il l'authentifia, apposant son sceau avec un geste professionnel. Le soleil déclinait déjà, jetant des ombres longues sur les murs du bureau, quand, avant 16 heures, la lettre fut envoyée par courrier recommandé et par voie électronique au département juridique de la Française des Jeux.
Elle affirmait que Bernard Dubois, en tant qu'acheteur et détenteur original des 2 billets de loterie émis sous le numéro de transaction 447-9-18-2-C, flèche 002.AN2.NAN, à la station-service Ruther sur la route départementale 9 à Danton, en Seine-et-Marne, maintenait un intérêt de propriété légale qui n'avait pas été formellement transféré. Elle demandait qu'aucun versement de prix ne soit effectué en attendant la résolution du litige. C'était une ligne tirée dans le sable, une déclaration de mes droits, et pour la première fois de la journée, je sentis un léger relâchement de la tension dans mes épaules. Le coup était porté. David me raccompagnait à ma voiture, le crépuscule commençant à envelopper les rues de la ville d'un voile bleuté. L'air était frais, annonciateur d'une soirée douce. « Ils seront en colère », dit-il, son regard scrutateur. « Oui », dis-je, sans la moindre hésitation. Je savais ce que la colère de Christine pouvait signifier. « Êtes-vous en sécurité chez vous ?» Sa question était posée avec un sérieux qui me fit réfléchir honnêtement. « Ils ne seront pas physiquement dangereux », dis-je, après un court instant de réflexion. Christine est impitoyable, oui, une stratège froide, mais pas violente. Et Daniel ? Daniel n'a jamais élevé la voix contre moi de sa vie. C'est un homme doux, trop doux peut-être. Le souvenir de son visage hésitant, de sa tendresse maladroite, me traversa l'esprit. Non, la violence physique n'était pas son registre, ni celui de Christine. Leur arme était la manipulation, la pression psychologique. « Appelez-moi si quoi que ce soit change, pour la moindre raison », dit David, insistant sur chaque mot. Il me donna son numéro de portable, un petit rectangle de papier glissé dans ma main. « Ne discutez pas de l'affaire avec eux. S'ils vous confrontent, dites seulement que vous prenez des conseils juridiques. Vous ne leur devez aucun détail. C'est votre droit. » Son ton était protecteur et j'appréciais cette sollicitude inattendue. Je rentrais chez moi sous la lumière déclinante de l'après-midi qui virait à présent à l'oranger, puis au rose pâle. Je longeais des champs devenant dorés et plats, les silhouettes des arbres se découpant en noir contre le ciel. Le moteur ronronnait doucement, les pneus chantaient sur l'asphalte de la route départementale 9. Je ressentis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Ni le triomphe bruyant que j'aurais pu imaginer, ni la peur lancinante qui aurait pu me serrer la gorge. Non, ce que je ressentais était une clarté profonde et constante, une sorte de paix froide. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais planté le drapeau, comme l'avait dit David. Maintenant, la balle était dans leur camp. Je verrais qui viendrait le retirer. C'était une sensation étrange, presque euphorique, de reprendre le contrôle de mon propre destin après des années de passivité. Je tournais sur la rue de l'Orme, le gravier crissant doucement sous les roues de ma voiture, tandis que j'entrais dans l'allée. Je coupais le moteur, et le silence qui suivit fut presque assourdissant, brisé seulement par le chant lointain d'un oiseau du soir. Les lumières étaient allumées dans toutes les pièces de la maison, projetant une lueur chaleureuse et invitante dans l'obscurité grandissante. Une invitation trompeuse. Je n'avais pas encore retiré mon manteau, le cuir encore frais contre mes épaules. J'étais encore debout dans l'entrée, mes clés de voiture tintant faiblement dans ma main, lorsque Christine apparut au bout du couloir, comme une apparition inévitable. Elle tenait son téléphone portable, serré dans sa main, et son expression avait dépassé la colère. Elle avait atteint quelque chose de plus froid, de plus délibéré, une détermination implacable. Ses lèvres fines étaient serrées en une ligne dure. « Nous devons parler », dit-elle, sa voix basse, presque un sifflement. Daniel apparut derrière elle un instant plus tard, son visage pâle, ses épaules voûtées. Il avait l'air d'un enfant qui avait cassé quelque chose de précieux, non pas tant coupable que terrifié par la punition qui allait suivre. Ses yeux, habituellement doux, étaient emplis d'une anxiété palpable. J'accrochai mon manteau au porte-manteau en bois que Gérard avait déniché dans une brocante il y a des années. Je posai mes clés sur le crochet forgé que Gérard avait installé près de la porte en 1994, l'année de nos 20 ans de vie commune, l'année où nous avions enfin pu acheter cette maison qui était devenue notre refuge. Un petit geste, mais chaque détail de cette maison était imprégné de son souvenir. Puis, avec une lenteur calculée, je me tournai, j'entrai dans le salon et m'assis dans mon fauteuil. Non, pas mon fauteuil. Le fauteuil de Gérard, vert foncé, usé mais confortable, qui avait été témoin de tant de nos soirées.
Christine avait tenté de le remplacer 2 fois par quelque chose de plus moderne, de plus tendance, mais j'avais toujours refusé. C'était le sien, et il resterait là. Je les regardais tous les deux, Christine, rigide au bord du canapé, et Daniel, hésitant près de la fenêtre, incapable de soutenir mon regard. « Très bien, » dis-je, ma voix calme, posée. Le mot, une simple acceptation, résonna dans le silence tendu de la pièce, portant en lui le poids d'une détermination inébranlable. Christine s'assit, ou plutôt se posa, au bord du canapé, son dos droit, ses mains jointes sur ses genoux. Daniel, lui, restait debout près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin sombre, ses doigts tambours sur le cadre en bois. Il ne parvenait pas tout à fait à soutenir mon regard, trahissant son malaise. « Nous avons reçu un appel de notre avocat cet après-midi, » dit Christine, sa voix contrôlée, chaque syllabe détachée, comme toujours lorsqu'elle s'efforçait le plus de garder son calme, sa fureur contenue transparaissant à peine. Apparemment, la Française des Jeux a reçu une notification légale revendiquant un intérêt de propriété concurrent pour le billet de Daniel. Elle marqua une pause, un silence lourd de sous-entendus, son regard acéré me transperçant. « À votre nom ? » ?»« Oui, » dis-je, ma réponse brève et directe. La seule syllabe sembla avoir un impact plus fort qu'elle ne l'avait prévu, faisant vaciller un instant son masque de froideur. Ses yeux s'écarquillèrent à peine, une étincelle de surprise et de colère traversant son regard. « Bernard. » La voix de Daniel était tendue, presque suppliante. Il s'était détourné de la fenêtre pour me regarder, l'expression d'un homme trahi. « Qu'est-ce que tu fais ? C'était un cadeau. Tu m'as donné ce billet. » Ces mots portaient une pointe de douleur réelle, une incompréhension sincère. « Je t'ai donné un bout de papier, » dis-je, ma voix restant sur le même ton neutre, comme si je lisais une déclaration. « Je n'ai pas signé d'accord de transfert. Je n'ai pas déposé de transfert de propriété. J'ai le reçu d'achat avec mon numéro de carte et les 2 billets ont été achetés dans la même transaction. » C'étaient les mots exacts que David m'avait fait répéter dans la voiture, une sorte de mantra juridique que j'avais mémorisé. « Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cadeaux, » dit Christine, coupant Daniel d'un geste sec de la main. Son ton était péremptoire, comme si elle énonçait une vérité universelle. « C'est exactement comme cela que fonctionnent les titres aux porteurs en vertu de la loi française, » rétorquai-je, la phrase sortant avec une précision chirurgicale. David m'avait donné ces mots spécifiquement, me conseillant de les répéter mot pour mot si la question venait à se poser. Je les avais répétés dans la voiture, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de moi. Une armure verbale prête à être déployée. Et à voir le visage de Christine se crisper, je savais que l'armure tenait bon. La mâchoire de Christine se crispa si fort que les muscles saillants de ses joues trahirent la tension sous sa peau habituellement lisse. Ses yeux, d'un bleu glacial, se posèrent sur moi, porteurs d'une fureur contenue. « C'est une manœuvre juridique, Bernard, » articula-t-elle, chaque mot ciselé et froid. « Vous essayez de voler de l'argent qui nous appartient. » Le sous-entendu était clair. Elle et Daniel. Elle et son avenir. Je la regardais sans ciller, sans laisser la moindre émotion transparaître sur mon visage. Ma voix resta d'une neutralité désarmante, une lame émoussée, mais implacable. « Vous m'avez dit il y a 2 jours de faire mes affaires et de quitter ma propre maison, » dis-je, répétant ses propres mots, un écho moqueur dans le silence de la cuisine. « Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de ma charité, alors j'ai décidé de suivre votre conseil et d'arrêter d'être charitable. » Le silence qui suivit fut lourd, un vide tendu où l'air semblait s'être raréfié. J'observais la colère dans ses yeux s'intensifier, se transformer, mais elle ne répondit pas. Puis, avec une lenteur calculée, Christine se pencha en avant, ses avant-bras reposant sur la table, comme une prédatrice évaluant sa proie. Sa voix tomba dans un registre que je ne lui avais jamais entendu auparavant, une tonalité grave, presque murmurée, qui n'était pas tout à fait une menace, mais en portait indubitablement la forme. L'écho de ses paroles me glaça le sang, non pas par peur, mais par la reconnaissance d'une nouvelle forme de perfidie. « Bernard, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de commencer. Nous avons des ressources maintenant. Nous pouvons bloquer cela en litige pendant des années. Nous pouvons déposer une contre-demande. Nous pouvons contester votre compétence cognitive. » Un frisson me parcourut l'échine. La lumière crépusculaire, filtrant à travers la fenêtre de la cuisine, semblait soudainement plus froide, jetant de longues ombres sur les carreaux. Elle fit une pause,
laissant ces mots résonner, les laissant s'imprégner de tout leur poids insidieux. À votre âge, un juge pourrait être très intéressé de savoir si vous êtes capable de prendre des décisions juridiques saines. Le regard qu'elle me lança était perçant, calculé pour semer le doute. Ou nous pouvons faire disparaître tout cela discrètement, tout de suite. Vous retirez la notification. Nous vous accordons une allocation généreuse et vous restez dans la maison aussi longtemps que vous le souhaitez. Confortable, prise en charge. La proposition était enveloppée de velours, mais je sentais le fer en dessous. Le silence retomba dans la pièce, encore plus lourd, brisé seulement par le lointain et fugace passage d'une voiture sur la rue de l'Orme, son bruit s'évanouissant rapidement dans le calme du soir. Je pensais au mot « confortable ». Ce mot, prononcé par elle, avait le goût amer de la soumission. Je pensais à ce que cela signifierait d'accepter de l'argent de Christine, de devenir un dépendant dans ma propre maison, celle que Gérard et moi avions bâtie, peinte, chérie, tolérée, entretenue, gardée. L'allocation serait une laisse dorée, la gentillesse une performance éphémère, et la première fois que je serais en désaccord avec elle sur quoi que ce soit, je sentirais la longueur de la chaîne, la tension du collier. Une image me traversa l'esprit, celle de mon père, à la fin de sa vie, contraint de demander l'argent de poche à ma mère pour un paquet de cigarettes, la honte dans ses yeux. Non, je ne serai jamais cet homme. Non, dis-je, le mot sortant avec une clarté et une fermeté qui me surprirent en moi-même. Daniel, qui était resté silencieux et immobile près de la fenêtre, le dos tourné vers nous, se détourna enfin. Son visage était marqué par l'angoisse, ses épaules légèrement voûtées. Sa voix craqua légèrement, imprégnée d'une supplication désespérée. « S'il te plaît, papa, c'est notre famille. Ça n'en vaut pas. »« Tu te tenais dans cette cuisine il y a 2 jours, lui coupai-je doucement, mais avec une précision chirurgicale, la douceur de ma voix contrastant avec la dureté de mes mots. Je voyais encore la scène, le soleil du matin inondant la pièce, l'odeur du café, et lui, silencieux, le regard fuyant, tandis que Christine me disait d'aller en résidence-service senior. Pendant que ta femme me disait d'aller en résidence-service senior. Tu n'as rien dit. Tu as accepté. Je le regardais fixement, mes yeux ancrés dans les siens, cherchant une étincelle de courage qui ne vint pas. Le poids de sa déception pesait lourdement entre nous. Je ne sais plus ce qu'est cette famille, Daniel, mais je sais ce qu'est cette maison. C'est la mienne. Christine se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec un son strident qui déchira le silence. Un instant, je crus qu'elle allait enfin laisser tomber son masque de calme et dire quelque chose d'honnête, qu'elle allait révéler la profondeur de sa cupidité ou de sa rage. Mais au lieu de cela, elle redressa ses épaules avec une dignité forcée, son regard sombre, et dit d'une voix basse et acérée « Vous le regretterez ». Puis, sans un regard en arrière, elle quitta la pièce, ses pas résonnant avec une froide finalité sur le parquet du couloir, avant de s'évanouir dans l'escalier. Daniel resta là, figé, comme une statue de regret. Il me parut vieux à cet instant, d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Pas seulement l'âge de ses années, mais une lassitude profonde, celle d'un homme pris entre 2 loyautés contradictoires et pas assez courageux pour honorer l'une ou l'autre pleinement. Ses yeux étaient embués de tristesse, ou peut-être de honte. « Je suis désolé », dit-il, sa voix à peine audible. Je n'étais pas sûr de ce pourquoi il s'excusait, de sa passivité, de la cruauté de sa femme ou de l'échec de notre relation. « Bonne nuit, Daniel !» dis-je, le remerciant pour le petit déjeuner qu'il n'avait pas préparé, pour l'apologie qu'il ne pouvait pas articuler. Il acquiesça faiblement, puis monta à l'étage, ses pas lourds et lents, laissant derrière lui un vide que ni le temps ni les excuses ne pourraient combler. Je restai longtemps assis dans le fauteuil de Gérard après cela, le cuir usé et familier sous mes doigts, son odeur légère de livres anciens et de pipe imprégnant encore le tissu. Le silence de la maison après leur départ était assourdissant, presque palpable. La menace concernant ma compétence cognitive avait été conçue pour m'effrayer, pour s'immiscer dans les recoins les plus vulnérables de mon esprit, et elle y était parvenue un peu. C'était le genre de menace la plus insidieuse, celle qui utilise vos propres vulnérabilités contre vous, qui sème une graine de doute au plus profond de l'être. J'avais 68 ans. Je vivais seul, suivant mes routines méticuleuses, parfois un peu excentriques à la manière des gens qui ont cessé de se censurer pour la compagnie. Un avocat astucieux, avec le bon angle d'approche, pourrait semer le doute, présenter ma solitude comme un signe de déclin, mes habitudes comme une rigidité mentale.
Mais le doute n'est pas une preuve. Et j'avais un reçu d'achat incontestable, un relevé bancaire traçable, une attestation notariée en bonne et due forme. Et surtout, David Calloway, mon avocat, dont la compétence était ma plus solide armure. Au cours des 3 jours suivants, je me suis autorisé à me reposer, à panser les plaies invisibles de l'âme. J'ai dormi profondément, rattrapant des nuits d'insomnie. J'ai lu de vieux romans policiers, me perdant dans des intrigues complexes qui me détournaient de la mienne. Je me suis assis sur le porche de Gérard, enveloppé dans une épaisse couverture de laine, un thermos de café fumant à mes côtés, bravant le froid mordant d'octobre. Je regardais les chênes centenaires du jardin. Leurs feuilles dorées et rousses se détachaient une à une, tourbillonnaient dans le vent avant de rejoindre le tapis craquant au sol. L'odeur de la terre humide et des feuilles mortes emplissait l'air, âcre et réconfortante à la fois. Je n'ai pas interagi avec Daniel ou Christine au-delà des courtoisies de surface d'un espace partagé, des hochements de tête polis, des « bonjours » murmurés. J'envoyais un SMS à David chaque matin pour toute nouvelle évolution, mais il n'y en eut aucune. Le 3e jour, au coucher du soleil, alors que les derniers rayons d'un soleil pâle teintaient les nuages de rose et d'orange, je sentis la peur reculer, suffisamment pour que je puisse voir au-delà de son voile paralysant. Je n'étais pas à l'aise, loin de là. Je n'étais pas en sécurité au sens facile du mot, mais j'étais lucide. Et lucide, j'avais appris il y a longtemps. C'était suffisant pour agir. Le 4e matin après la confrontation, alors que l'aube filtrait timidement à travers les rideaux, je fus surpris par l'odeur du café fraîchement moulu et des œufs brouillés. Christine descendit et me prépara le petit déjeuner. C'est ainsi que je sus, avant même de la voir, que la stratégie avait changé. Elle posa une assiette d'œufs brouillés parfaitement crémeux et de pain grillé beurré sur la table devant moi, sans un mot. Nous servit à tous deux du café dans les tasses en porcelaine de la famille et s'assit en face de moi avec un petit sourire prudent, presque timide. La robe de soie flamboyante avait disparu, remplacée par quelque chose d'ordinaire, un cardigan gris que j'avais déjà vu, un peu délavé, et ses cheveux étaient simplement attachés en queue de cheval lâche. Elle avait, je m'en rendis compte avec une pointe d'amusement cynique, étudié comment paraître moins menaçante, comment endosser le rôle de la belle-fille repentie. « Je veux m'excuser » dit-elle, sa voix douce et posée, dénuée de toute l'agressivité des jours précédents. « Pour l'autre soir, j'ai été cruelle et je n'aurais pas dû l'être. Je regardais les œufs dans mon assiette. Ils étaient bien faits, correctement assaisonnés, pas trop cuits, le jaune encore légèrement coulant. Christine était, entre autres choses, une cuisinière compétente quand elle le choisissait. Je pris une bouchée, appréciant le goût familier. « Merci pour le petit déjeuner », dis-je, ma voix gardant la même neutralité inébranlable que lors de notre dernière confrontation. Je ne lui offrais ni pardon, ni acceptation, seulement la reconnaissance d'un geste culinaire. « Bernard », dit-elle, ses mains jointes avec une délicatesse feinte sur le bois patiné de la table de cuisine. Le soleil matinal, pâle et timide, luttait pour percer à travers les rideaux de dentelle, jetant des motifs complexes sur le carrelage froid. L'air, encore imprégné du parfum du café fraîchement moulu et des œufs brouillés, semblait retenir son souffle. Je sais que nous avons été difficiles à vivre ces derniers temps, que notre présence a pu être envahissante. Je sais que je n'ai pas toujours été aimable, loin de là. Sa voix, habituellement cinglante, était devenue un murmure contrit, presque fragile. Mais nous sommes une famille, Bernard. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et si nous recommencions, vraiment recommencions cette fois, sur de nouvelles bases? Elle marqua une pause, calculée avec la précision d'une actrice qui a répété sa scène des dizaines de fois, ses yeux grands et faussement innocents, cherchant les miens. L'argent, voyez-vous, change tout. Nous pourrions vous acheter une magnifique maison où vous voulez. Une villa sur la plage, si c'est ce qui vous plaît. En Floride, par exemple. Quelque part au chaud, loin de l'humidité de la Seine-et-Marne. Entièrement payée, bien sûr, et mise à votre nom. Sans aucune condition, Bernard. Une vie nouvelle, tranquille, sans souci. Je sirotais mon café, le liquide chaud réconfortant glissant le long de ma gorge. La tasse en porcelaine, lourde et familière, était celle que Gérard préférait. Mes doigts en sentaient les fines aspérités. « Et l'affaire juridique ?» demandai-je, ma voix aussi plate que le plateau de la table entre nous, ne trahissant aucune des pensées qui tourbillonnèrent dans ma tête. Si nous pouvions régler cela entre nous, Bernard, sans impliquer les avocats, sans traîner cette histoire devant les tribunaux.
Je pense sincèrement que tout le monde s'en sortirait mieux. Plus vite, plus proprement, et sans l'amertume que ces procédures engendrent inévitablement. Un léger tremblement dans sa voix tentait de suggérer une sincérité, mais je percevais la panique sous le vernis. Elle voulait dire, bien sûr, que je partirais avec une maison en Floride. Une jolie somme, certes, mais fixe, et qu'elle, Christine, s'en irait avec 75 millions d'euros. Je la regardais par-delà ma table de cuisine. Cette table où j'avais partagé tant de repas avec Gérard, dans ma cuisine, dans ma maison, sur la chaise où Gérard lisait autrefois le journal du matin. Les pages froissées et le léger bruit du papier tourné, résonnant encore parfois dans mon souvenir. Un calme profond, presque surnaturel, m'envahit. C'était la façon dont la température baisse brusquement, juste avant qu'un orage ne se dissipe, laissant derrière lui une clarté inattendue, une paix froide et une certitude. « J'y réfléchirai », dis-je, sans plus d'émotion qu'un horloge qui égrène les secondes. Ce fut tout ce que je dis. Je finis mon petit déjeuner, raclant la dernière bouchée d'œuf avec un morceau de pain beurré, la remerciai de nouveau pour le repas, puis je me levai pour aller m'habiller. Tandis que je montais les quelques marches menant à ma chambre, le plancher craqua sous mes pieds, un son familier et apaisant. Parce que voici ce qu'il en était de cette offre. Une maison en Floride entièrement payée, à mon nom, représentait en effet une valeur monétaire considérable. Ce n'était pas rien, surtout pour un instituteur à la retraite. Et pendant environ 45 secondes, alors que je me tenais devant mon placard en chêne, l'odeur de vieux bois et de linge propre m'entourant, hésitant entre un pull en laine et un cardigan, je l'ai considéré comme une option réelle. L'honnêteté de ces 45 secondes me semblait importante à reconnaître. Je ne suis pas un homme à prétendre être au-dessus de la tentation, ni au-delà de la fatigue que cette situation m'imposait. L'idée d'une retraite paisible, loin de tout ce tumulte, était séduisante. Mais ensuite, le moment d'hésitation passa, comme une brise légère. Je pensais à ce que j'accepterais vraiment. Pas seulement une maison, aussi dorée fût-elle, sous le soleil de la Floride. J'accepterais l'idée que ma maison, ce sanctuaire rempli de souvenirs, mon histoire, chaque recoin de cette existence que j'avais bâtie, et le porche où Gérard aimait s'asseoir les soirs d'été, valaient moins que le dérangement que je causais à Christine. J'accepterais que 75 millions d'euros achètent le droit de réécrire l'histoire, de décider à qui appartenait quoi, de gommer le passé comme s'il n'avait jamais existé. J'accepterais la défaite non pas parce que j'avais perdu, mais parce que le prix offert pour ma capitulation était suffisamment élevé pour faire taire ma conscience. Une capitulation à vendre. Cette pensée me glaça. Je sentis une nouvelle résolution s'ancrer en moi, plus ferme que jamais. J'enfilai mon cardigan bleu marine, celui que Gérard m'avait offert pour un de nos anniversaires, et dont la douceur du cachemire me rappelait son toucher. Puis, je pris le téléphone et appelai Ruth. « Elle t'a fait des œufs », dit Ruth, un léger rire mêlé à son ton, quand j'eus fini de lui raconter la proposition de Christine, la voix encore un peu tremblante d'indignation rentrée. Je pouvais presque l'imaginer, penché sur son comptoir de cuisine, un torchon à la main, son esprit vif déjà à l'œuvre. « De très bons œufs, même, dis-je, une pointe de sarcasme dans ma voix. Et une maison en Floride, telle était l'offre, ni plus ni moins. » Ruth resta silencieuse un instant, le temps d'assimiler l'audace de la proposition, le silence du combiné rempli d'une compréhension tacite. Je pouvais sentir son indignation grandir à travers le fil. « Qu'a dit David ?» demanda-t-elle finalement, coupant court à toute sentimentalité. « Je ne l'ai pas encore appelé. Je voulais t'appeler toi d'abord. Tu es mon premier conseil, toujours. Appelle-le en second, dit-elle avec sa fermeté habituelle, sa voix reprenant son ton protecteur. Ensuite, viens dîner ce soir. Je prépare un rôti de bœuf et je veux que tu rencontres quelqu'un. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ce soir-là, alors que le crépuscule teignait le ciel de nuances violettes et oranges au-dessus des toits de Danton, je me rendis chez Ruth en voiture. L'air s'était rafraîchi, portant avec lui l'odeur humide de la terre après une légère averse. La lumière chaude filtrait déjà par ses fenêtres, promettant un havre de paix. Dès que j'ouvris la porte, je fus accueilli par le parfum réconfortant du rôti de bœuf qui cuisait lentement, mêlé à des notes d'herbes aromatiques et de vin rouge. La personne que Ruth voulait me présenter se révéla être la pasteur Carole Fenner de la première église méthodiste de la rue Lincoln. Elle était une amie de Ruth depuis leurs années de chorale dans les années 90,
Une époque que ma voisine évoquait souvent avec nostalgie. Carole, elle aussi âgée de 65 ans, était récemment retraitée de ses fonctions officielles au sein de sa congrégation, mais restait une figure très présente et respectée dans la communauté locale. Et elle avait, me dit Ruth pendant que nous partagions le délicieux dîner de rôti de bœuf, des pommes de terre rôties et des haricots verts croquants, conseillé plus de familles dans des litiges successoraux que la plupart des gens ne le croiraient. Elle avait une sagesse tranquille et un regard perçant qui semblait voir au-delà des mots. Les gens se perdent à cause de l'argent, dit la pasteur Carole, coupant son pain avec une efficacité tranquille, ses gestes précis et calmes. Le son doux des couverts sur la porcelaine remplissait la pièce. Même des gens qui semblaient parfaitement corrects et respectables avant que cela n'arrive, avant que l'appât du gain ne vienne troubler leur jugement. Christine n'a jamais été parfaitement correcte, dis-je, une pointe d'amertume que je ne pus réprimer. Non, c'est vrai, acquiesça Ruth, son regard croisant le mien avec une compréhension totale. Elle a toujours été comme ça. L'argent a juste supprimé la dernière raison qu'elle avait de le cacher. Elle se tourna vers Carole. Je leur ai tout raconté à tous les deux. Le ticket gagnant, l'avis juridique, les menaces voilées et même les œufs du petit déjeuner. Carole écouta sans m'interrompre, son visage exprimant une attention profonde. Quand j'eus terminé, quand j'eus vidé mon sac de toute cette histoire absurde et douloureuse, elle posa sa serviette à côté de son assiette. « Vous faites ce qu'il faut, Bernard, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, son regard bienveillant posé sur moi. « Et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La moitié de cette ville vous a vu accueillir ces deux-là il y a 5 ans, sans jamais vous plaindre, sans jamais faire de vagues. Ça m'a surpris, à l'époque. Les gens ont remarqué Bernard, croyez-moi. Ils ont vu votre gentillesse, votre patience. » Ruth ajouta, avec une simplicité désarmante qui en disait long. « Nous voyons ce que nous voyons. Et nous n'oublions pas. Je rentrais chez moi ce soir-là, la nuit noire et étoilée m'enveloppant, en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, peut-être des mois. Accompagné, non pas secouru, ni simplement conseillé, mais profondément vu et compris. Il y avait des gens dans cette ville qui savaient ce qui s'était passé dans cette maison, qui connaissaient l'histoire, et qui seraient prêts à le dire, à le témoigner, quelle que soit la forme que cela prendrait. Ce sentiment de solidarité, inattendu et puissant, était un baume sur mes blessures, une force nouvelle qui manquerait. La solitude écrasante qui m'avait pesé ces dernières semaines s'était légèrement dissipée, remplacée par une chaleur réconfortante. Christine était dans le salon, affalée sur le canapé, le visage éclairé par le halo bleu de la télévision, avec Daniel à ses côtés quand je rentrais. L'air était lourd, saturé d'une tension palpable que le bourdonnement du téléviseur ne parvenait pas à masquer. Elle leva les yeux vers moi, son regard impatient et scrutateur se posant sur mon visage dès que j'entrais dans la pièce. « Alors, avez-vous réfléchi à notre conversation de ce matin ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de la fausse douceur matinale, un filet d'impatience perçant à travers. « Oui, » dis-je agréablement, un sourire léger et énigmatique flottant sur mes lèvres. « Bonne nuit. » Je ne m'attardai pas, savourant sa confusion silencieuse. J'allai directement dans ma chambre, fermer la porte derrière moi et appeler David. Le téléphone sonna quelques instants, puis sa voix professionnelle répondit. « Tenez bon, Bernard, » dit-il, son ton ferme et rassurant quand je lui parlais de l'offre de Christine, de la maison en Floride. Un arrangement informel, sans documents légaux ni clauses contraignantes, ne leur profiterait qu'à eux. S'ils proposent cela, c'est qu'ils s'inquiètent sérieusement de ce à quoi ressemblerait une procédure formelle devant un tribunal. C'est un signe de faiblesse, pas de générosité. Il marqua une brève pause, le silence du combiné soulignant la gravité de sa question. A-t-elle intensifié la pression d'une autre manière depuis ce matin ? Pas encore, dis-je, mon regard balayant la pièce familière, rassurante. Elle le fera, dit-il, sans l'ombre d'un doute dans sa voix. Quand l'approche douce ne fonctionnera pas, quand la carotte ne sera pas suffisante, ils iront plus fort. Ce n'est qu'une question de temps. Soyez prêt, Bernard. Préparez-vous à la prochaine étape. Le ton était sans appel, mais je sentis, cette fois, que j'étais prêt. Je lui souhaitai bonne nuit, la voix ferme, et posai le téléphone sur son chargeur. Le clic léger résonnant dans le silence de ma chambre. Un soupir presque imperceptible s'échappa de mes lèvres, mélange de soulagement et d'une tension nouvelle, plus aiguisée. La conversation avec David, mon avocat, avait ancré ma détermination, mais elle avait aussi mis en lumière l'ampleur de ce qui m'attendait. Dehors,
Au-delà de la vitre légèrement embuée, les chênes que Gérard avait plantés de ses propres mains, il y a si longtemps, dressèrent leurs silhouettes noueuses, dépouillées contre le ciel laiteux d'octobre. Leurs branches dénudées, autrefois si généreuses en feuillage, semblaient désormais tendues comme des doigts squelettiques, grattant l'horizon blafard. Je restais là, debout devant la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, perdu dans cette vue familière et pourtant si nouvelle. C'était comme rester avec un ami silencieux qui a toujours été là, un témoin discret des saisons qui passent, mais dont on ne mesure vraiment la valeur qu'au moment où l'on craint de le perdre. Une image, un flash me traversa l'esprit. Gérard, jeune et rieur, enfonçant la petite pousse dans la terre fraîche, les mains maculées, promettant qu'un jour, ces petits arbres abriteraient nos vieux jours. Cette promesse, comme tant d'autres, flottait désormais, fragile, dans l'air froid. Je sentais le poids de mes 68 ans dans mes épaules, mais aussi une force nouvelle, une résilience que je ne soupçonnais pas. Le sol sous mes pieds, le toit au-dessus de ma tête, tout cela était plus qu'une simple propriété. C'était un ancrage, un recueil de souvenirs, une partie de mon identité forgée par une vie entière. Puis, brisant le sortilège de la contemplation, je réglai mon réveil, le petit cadran numérique s'illuminant d'un orange doux dans l'obscurité naissante de la pièce. En me glissant sous la couette, le drap frais contre ma peau, je savais que le sommeil serait teinté d'anticipation, mais aussi d'une étrange sérénité. J'étais prêt. Ils vinrent un samedi, comme l'avait prédit David, mais leur arrivée ne fut pas celle de simples visiteurs. Ce n'était pas une visite séparée, une incursion négligente ou une coïncidence. Non, ils vinrent ensemble, avec une solennité presque théâtrale, celle des gens qui ont méticuleusement préparé leurs arguments, répété leurs lignes. Le matin était clair, mais l'air portait déjà une fraîcheur automnale, et le silence de la maison semblait plus dense, comme si le monde extérieur retenait son souffle. Vers 10 heures, un coup frappé à ma porte de chambre me tira de ma lecture. Ce n'était pas le toquettement habituel et désinvolte de Daniel, mais une frappe plus appuyée, plus formelle, qu'il n'utilisait presque jamais. Mon cœur, déjà alerte, ne manqua pas un battement. « Papa ?» Sa voix, habituellement si discrète, résonnait, un peu trop forte, à travers le bois. « Voulez-vous nous rejoindre dans le salon ?» Je savais ce que c'était. L'instant même où le son de sa voix m'atteignit, j'ai revu ces scènes maintes fois jouées, non pas dans ma vie personnelle, mais dans ma carrière d'instituteur. Ces réunions parents-professeurs, où deux fronts s'unissaient, le ton étudié, les sourires forcés, un ordre du jour déguisé en conversation anodine pour me faire accepter l'inacceptable. J'enfilai mes pantoufles, puis mes chaussures de ville, un petit geste de dignité, et me dirigeai vers le salon, le pas lent, mes pensées déjà en ordre de bataille. Christine était déjà assise sur le canapé, au centre de la pièce, les mains jointes sur ses genoux, comme une effigie de la bienséance. Elle portait de nouveau ce cardigan gris, dont la neutralité visait à projeter une image de respectabilité sans faille. Le costume de l'épouse modèle, pensais-je, avec une pointe d'ironie amère, le masque de la prévenance. Daniel s'assit à côté d'elle, le corps légèrement tourné vers elle, comme un satellite en orbite. Il me laissa le fauteuil unique, mon préféré, celui d'où j'avais observé tant de scènes de vie, de joie et de peine. J'appréciais ce geste, ne serait-ce que pour le symbolisme, la position du patriarche, la place de l'autorité, même si elle était illusoire. « Nous voulons avoir une conversation honnête, papa », commença Daniel, sa voix résonnant d'une gravité inhabituelle, presque forcée. Il avait clairement écrit cela, ou Christine l'avait écrit pour lui, et il l'avait mémorisé avec une application scolaire. Chaque mot était pesé, chaque intonation calibrée. Pas d'avocat, pas de lettres formelles, juste la famille, entre nous. L'air dans la pièce s'épaissit, chargé d'une tension palpable, d'une odeur de poussière et de vieux meubles cirés, et du parfum discret de Christine, un mélange de fleurs et d'ambition. « Très bien », dis-je, ma voix aussi neutre que possible, ne trahissant aucune de mes pensées. « Papa ». Sa voix se fit plus douce, une intonation que je n'avais plus entendue depuis des années, depuis qu'il était un enfant, peut-être. Pendant un instant fugace, il redevint lui-même, le petit garçon aux genoux écorchés qui m'apportait autrefois des pissenlits cueillis dans le jardin, les trouvant beaux, malgré leur statut de mauvaises herbes, le visage illuminé par une affection pure. Un micro-flashback, vif et douloureux, me ramena à cet après-midi d'été. Le soleil chaud sur nos têtes, l'odeur de l'herbe coupée
et le rire cristallin de mon fils. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous tous, et je sais que j'aurais dû parler davantage. J'aurais dû être plus... Il s'arrêta, un muscle de sa mâchoire se contractant sous sa peau, trahissant une lutte intérieure. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé. C'était bien joué, une manœuvre émotionnelle d'une efficacité redoutable. J'en ressentis l'attrait puissant, le vieil attachement qui me liait à lui, cet amour paternel inconditionnel qui n'exige pas d'être mérité et ne disparaît jamais complètement, même quand il le devrait. Je le ressentis au plus profond de moi, une chaleur familière et douloureuse montant dans ma poitrine. Je le laissais être ressenti, cette vague de tendresse et de regret, mais je ne le laissais pas m'émouvoir, pas me faire vaciller. Mon armure mentale, forgée par des années d'expérience et les récentes trahisons, tint bon. « Merci », dis-je, ma voix un peu plus sèche que je ne l'aurais souhaité. Christine se pencha en avant, brisant la distance invisible qui nous séparait, son regard perçant ancré dans le mien. « Bernard, nous ne sommes pas vos ennemis. » Son ton était mielleux, mais ses yeux trahissaient une froide détermination. « Nous vivons ensemble depuis 5 ans. Nous avons eu des moments difficiles, nous deux, c'est vrai, mais au final, nous sommes tout ce qu'il vous reste. Vous êtes veuf. Nous sommes votre famille. » Elle laissa cette dernière phrase planer dans l'air, pesante, pleine de sous-entendus et de menaces voilées, la laissant prendre tout son sens comme une sentence irrévocable. Si cela va devant des procédures de litige formelles, ce sera public, ce sera laid. La commission des loteries aura des enquêteurs qui poseront des questions sur chaque aspect de votre vie, de vos finances, de vos relations. Les voisins parleront, et les commérages de Danton, vous les connaissez. Est-ce vraiment ainsi que vous voulez que le prochain chapitre de votre vie se déroule? Combattre votre propre fils au tribunal, sous le regard scrutateur de tous? Et voilà. Ce n'était plus la maison en Floride cette fois, une carotte lointaine et peu crédible. Non, c'était la menace sociale, le jugement implacable de la communauté, le poids de la réputation. Elle avait raison que ce serait public. Elle avait raison que ce serait difficile, douloureux, et que les gens parleraient, que mon nom et celui de Gérard seraient traînés dans la boue des rumeurs. Elle pariait, avec une intelligence froide, que la perspective du jugement de la communauté m'effraierait plus que la défaite financière. C'était, à mon avis, son meilleur argument, le plus insidieux, celui qui touchait à la dignité. Je lui accordais au moins cela, une reconnaissance à contre-cœur de sa perspicacité. « Vous avez dit que je n'avais pas de famille à part vous, » dis-je lentement, mes yeux fixant Christine, ma voix mesurée, presque professorale. « Vous avez dit que la ville parlerait, mais vous m'avez aussi dit très récemment que je devrais quitter cette maison et aller vivre avec des gens de mon âge, dans une maison de retraite. Vous m'avez dit, dans ma propre cuisine, que vous n'aviez pas besoin de moi. » Je marquai une pause, laissant mes mots s'imprégner, le silence de la pièce s'alourdissant. « Alors quoi ? Suis-je soudainement un membre de la famille indispensable, un patriarche à protéger, ou le vieil assisté dont vous n'avez plus besoin et qui doit être jeté dehors ?» L'aplomb de Christine vacilla. Pas de façon spectaculaire, pas un effondrement bruyant, mais juste une fraction de seconde, une imperceptible micro-expression qui trahit sa surprise. Comme une surface soigneusement arrangée, parfaitement lisse, qui se déplace un instant quand quelque chose bouge violemment en dessous. Le masque de la femme sereine se fissura. « Ce n'est pas juste, papa », dit Daniel, sa voix plus faible, trahissant son malaise, sa loyauté déchirée. « N'est-ce pas ?» Je le regardais, mon regard perçant cherchant le sien. « Daniel, as-tu oui ou non soutenu ta femme dans la cuisine quand elle m'a dit de partir? Quand elle m'a dit que je n'avais plus ma place ici ?» Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd de reproches non dits. Daniel baissa les yeux, incapable de me regarder en face, sa posture trahissant sa culpabilité. « Je ne suis pas en colère contre toi, » dis-je, et je le pensais vraiment. Je ne l'étais pas. Ma colère était dirigée vers l'injustice, pas vers la faiblesse de mon fils. Mais je veux que tu comprennes pourquoi je fais cela. Ce n'est pas une question d'argent, Daniel. Ce n'est pas une question de chiffres ou de biens matériels. C'est le fait que j'avais apparemment besoin d'avoir de l'argent, une somme colossale tombée du ciel, pour que mon droit de vivre dans ma propre maison soit pris au sérieux, pour que ma dignité soit respectée. Ma voix resta égale, sans une once de tremblement, mais elle portait le poids de l'indignation.
C'est ça la conversation honnête, si nous en avons une. La pièce était plongée dans un silence glacial, seulement brisé par le léger grincement des vieux planchers sous nos pieds. Puis Christine se leva brusquement, son mouvement sec brisant la tension. Le masque de l'épouse attentive avait disparu, révélant une colère froide et une frustration à peine contenue. Ses yeux lançaient des éclairs. Sa voix, quand elle parla, fut sèche, tranchante comme une lame. « Vous faites une très grave erreur, Bernard. David Calloway est un avocat de petite ville, sans envergure, qui traite une affaire qui va impliquer des équipes de personnes avec considérablement plus de ressources, des cabinets renommés. Ils documenteront chaque excentricité, chaque défaillance, chaque... » Elle s'arrêta, cherchant le mot juste, le plus blessant. « Ils vous mettront à nu. Nous essayons de vous offrir une porte de sortie digne, une solution à l'amiable. Après ce samedi, cette offre sera retirée définitivement. » « Merci de me le faire savoir, » dis-je, mon visage impassible, mon regard ancré dans le sien. Le petit scintillement de triomphe que je sentis était amer, mais réel. Elle sortit, ses pas rapides et lourds, résonnant dans la cage d'escalier comme des coups de marteau sur une enclume invisible. Le silence qu'elle laissait derrière elle était presque plus assourdissant que le fracas de sa colère. Daniel se leva, le dos voûté, et son regard croisa le mien. Il y avait dans ses yeux un mélange indéchiffrable d'admiration pour ma ténacité et de chagrin pour l'inévitable déchirure familiale, ou peut-être les deux à la fois. C'était un regard furtif, lourd de non-dits, qui me transperça. « Elle ne s'arrêtera pas », dit-il d'une voix si douce qu'elle se perdait presque dans le vaste salon. Il ne me regardait plus, ses yeux fixés sur le parquet ancien, comme s'il cherchait une fissure où s'engouffrer. « Je veux que tu saches que lorsque Christine décide quelque chose, elle ne s'arrête pas. C'est sa nature. » Son ton était celui d'un homme qui connaissait trop bien la force implacable de sa femme, une force qui écrasait souvent tout sur son passage, y compris ses propres velléités de résistance. Je sentais le poids de son avertissement, l'écho de toutes les batailles passées qu'il avait perdues. « Moi non plus, » répondis-je, ma propre voix, étonnamment ferme, rompant le silence tendu. C'était une promesse, un serment silencieux que je me faisais à moi-même et à Gérard. Je ne céderai pas. Il partit à son tour, sans un autre mot, sa silhouette disparaissant rapidement dans le couloir. Je restai seul dans le salon, une pièce soudainement trop grande, trop silencieuse. L'air, qui avait été lourd de leur présence, semblait maintenant raréfié. Mes mains, je le remarquai alors, n'étaient pas entièrement stables. Un léger tremblement les agitait, un signe traître de la tension qui s'était accumulée. Laissez-moi être honnête à ce sujet aussi. J'étais effrayé. La mention de documenter les excentricités et les défaillances avait porté exactement là où elle était censée le faire, frappant une corde sensible de ma vieillesse. J'avais 68 ans. Mon corps n'était plus aussi solide. Mon esprit n'était plus aussi vif. J'oubliais parfois où je mettais mes lunettes, ou le livre que je venais de lire. Je parlais parfois à la photo de Gérard, doucement, juste pour m'entendre dire son nom, pour sentir sa présence rassurante, même dans le vide de l'absence. N'importe laquelle de ces choses, présentée correctement par des avocats retors, pouvait être transformée en quelque chose qu'elle n'était pas, en preuve d'une sénilité naissante, d'une incapacité à gérer mes propres affaires. L'idée de me voir dépossédé de ma dignité, de mon autonomie, me glaçait le sang. Je respirais profondément, un souffle lent et mesuré, essayant de calmer le battement paniqué de mon cœur. Je suis resté avec cette peur, la laissant m'envahir, ne cherchant pas à la fuir. Et voici ce que j'ai trouvé en dessous, enfoui sous la panique, comme une roche solide sous les vagues. La même chose que j'avais trouvée à 63 ans, lorsque le médecin m'avait diagnostiqué pour la première fois cette arythmie qui m'avait tant effrayé, mais qui s'était avérée gérable avec un simple traitement. Je me souvenais de la panique initiale, de la peur de la mort imminente, puis de la résignation et de la force retrouvée pour affronter la réalité. Et à 44 ans, lorsque Daniel, encore un adolescent, avait eu cet accident de voiture, une collision effroyable qui n'avait finalement rien eu de grave, mais m'avait fait passer des heures dans une salle d'attente d'hôpital, le ventre noué par l'angoisse, avant de ressentir le soulagement le plus intense de ma vie. Et à 57 ans, le jour où Gérard s'était effondré dans l'allée, son visage devenant cireux sous mes yeux, me laissant seul face à une douleur que je ne pensais pas pouvoir surmonter. À chaque fois, j'avais trouvé cet endroit en moi qui avait toujours continué,
qui avait toujours mis un pied devant l'autre, peu importe si le terrain devant était incertain, parsemé d'embûches. Cet endroit était toujours là, une ancre inébranlable au fond de mon être. Je sortis mon téléphone de la poche de ma veste, le métal froid contre mes doigts, et envoyai un message à David, mon avocat. Ils ont donné une date limite. Samedi. L'écran s'éteignit. Le silence revint, plus dense encore. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra. David avait répondu « Bien. Cela signifie qu'ils ont peur du calendrier de la commission. Tenez bon. Je vous appelle demain. » Un soupir de soulagement m'échappa. David avait une manière de transformer l'adversité en signe de faiblesse chez l'ennemi. Son calme était contagieux. Je posai le téléphone sur la petite table basse, non loin de la photo de Gérard sur la cheminée. Je l'avais remise à sa place pour la 3e fois ce mois-ci, après que Christine l'ait discrètement déplacée vers un endroit moins visible, et, pour l'instant du moins, elle ne l'avait pas bougé à nouveau. Gérard, sur le cliché, avait l'air, comme toujours sur cette photo prise lors de nos vacances en Bretagne, calme et légèrement amusé, un sourire énigmatique aux lèvres, comme s'il savait quelque chose que je n'avais pas encore tout à fait compris. Une sagesse sereine émanait de son visage. « Je sais, » dis-je à la photo, ma voix n'étant qu'un murmure dans le grand salon. C'était une promesse, un engagement. J'y travaille. La réunion de médiation de la commission des loteries de la Seine-et-Marne était prévue un jeudi, 3 semaines après que David ait déposé notre notification officielle. Le jour J, un ciel gris et bas pesait sur Melun, menaçant de pluie. L'air était froid et humide, imprégné de l'odeur des pots d'échappement et de l'humidité des pavés. Ce n'était pas un tribunal, avec ses bancs solennels et ses juges drapés de robes. C'était une salle de conférence impersonnelle au 7e étage d'un bâtiment administratif départemental. Une structure moderne et fonctionnelle en béton et verre. L'ascenseur, lent et grinçant, m'avait déposé dans un couloir froid et silencieux. À l'intérieur de la salle, des murs beiges sans âme, un éclairage fluorescent qui diffusait une lumière crue et blafarde, et une longue table rectangulaire en bois stratifié, autour de laquelle des chaises inconfortables attendaient. Des bouteilles d'eau en plastique et des verres étaient déjà disposés, comme pour une réunion d'entreprise ordinaire. Le médiateur, un homme nommé Gregory Sims, portait des lunettes à double foyer posées sur le bout de son nez et parlait avec la délibération mesurée d'un homme qui avait vu de nombreuses familles réduites à leurs pires travers, leurs secrets les plus sombres exposés. Autour de table, exactement comme celle-ci. Son visage portait les marques d'une fatigue professionnelle, celle qui vient à force de naviguer dans les eaux troubles des conflits humains. Daniel et Christine arrivèrent avec 2 avocats, un homme et une femme, visiblement aguerris. Je suis arrivé avec David, qui, malgré son apparence plus modeste, dégageait une assurance tranquille. Christine était vêtue formellement, d'un blazer anthracite impeccable et d'une jupe crayon. Ses cheveux tirés en arrière, son visage une froide composition de détermination et d'arrogance. Elle s'assit avec la posture rigide de quelqu'un qui avait déjà statué sur l'issue de la rencontre, les mains posées sur la table, l'air de défier quiconque oserait contester son droit. Daniel s'assit à côté d'elle, sa présence effacée à côté de l'éclat glacial de sa femme. Il me regarda une fois quand j'entrai, ses yeux fuyants, remplis de cette même combinaison de chagrin et de gêne que j'avais vue chez lui la dernière fois. Puis il baissa les yeux vers la table et continua de fixer le grain du bois pendant la majeure partie de ce qui suivit, comme s'il espérait disparaître. Sa lâcheté me serrait le cœur. Gregory Sims, le médiateur, ouvrit la procédure en expliquant son objectif. Ce n'était pas une audience judiciaire, insista-t-il d'une voix neutre, mais un processus formel de résolution des litiges avant que la commission ne détermine comment procéder avec la revendication du gain contesté. Les 2 parties présenteraient leur position. Les preuves documentaires seraient examinées. L'air était tendu, chargé d'attentes non exprimées et de rancœurs sous-jacentes. La commission, expliqua-t-il, avait le pouvoir de retarder la distribution des gains en attendant d'autres actions en justice ou d'établir des conclusions provisoires qui éclaireraient les procédures judiciaires ultérieures. L'avocat principal de Christine, un homme nommé Whitfield, d'un cabinet renommé de Melun, prit la parole en premier. Il était élégant, avec un costume sur mesure, et sa voix était posée, son argumentation méthodique. Il soutint que le billet avait été donné librement et sans réserve, comme un cadeau, un acte de générosité spontanée de la part de Christine envers son beau-père.
Il cita une décision de jurisprudence d'une cour d'appel, établissant que les dons informels de biens personnels sont légalement reconnus, même sans documentation écrite. Il affirma que ma notification légale était une tentative flagrante de résilier rétroactivement un don achevé, motivé par un simple différend familial, et non une véritable revendication de propriété légitime. Il utilisa l'expression « interférence opportuniste » à 2 reprises, le mot résonnant dans la salle comme une insulte à ma dignité. Son regard ne trahissait aucune émotion, mais l'implication était claire. J'étais un vieil homme avide, profitant d'une situation pour nuire à ma propre famille. Il était doué pour son travail, je devais l'admettre, capable de tordre la réalité avec une élégance clinique. Puis David parla. Sa voix, plus grave et moins mélodieuse que celle de Whitfield, n'avait pas la même sophistication, mais elle portait le poids d'une vérité brute, sans fioriture. Il ne cherchait pas à impressionner, mais à établir des faits. Son costume, impeccable mais d'une coupe plus classique, reflétait cette approche. Il se pencha légèrement en avant et déposa avec une précision presque rituelle 3 documents sur la table polie et froide. Le premier était le reçu froissé, mais lisible, de la station-service de Danton, montrant une unique transaction par carte bancaire pour l'achat de 2 billets de loterie. Le léger bruissement du papier déchirait le silence tendu de la pièce. Le second, mon relevé bancaire, imprimé en caractères gras, confirmait le débit exact de mon compte, une somme modeste, presque dérisoire au regard de ce qui était en jeu. Enfin, le troisième était un résumé imprimé, net et officiel, du règlement de la commission des loteries de la Seine-et-Marne, avec l'article 37 701-9-8 clairement surligné. Cet article stipulait sans ambiguïté que le droit au gain pour les billets au porteur exigeait une preuve d'achat documentée en l'absence de transfert signé préalable. « Monsieur Dubois a acheté les 2 billets », dit David, sa voix calme mais ferme, comme le lent martèlement d'un marteau sur un clou. Avec sa carte bancaire en une seule transaction. Il n'y a aucun document signé transférant la propriété du billet gagnant à Daniel. Il n'y a pas de transfert par témoin, aucune attestation notariée ou même manuscrite. Il n'y a aucune trace contemporaine de quelque nature que ce soit établissant que l'intérêt bénéficiaire des gains est passé de l'acheteur au bénéficiaire. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'air lourd. La lumière du jour, filtrant à travers les stores des fenêtres, jetait des ombres longues et immobiles sur les visages, soulignant la gravité de l'instant. Monsieur Dubois a reçu un morceau de papier. Ce morceau de papier n'a pas été légalement établi comme un don de ses droits financiers associés. La distinction est cruciale. Whitfield, dont le visage avait perdu un peu de son aplomb, objecta que la distinction était purement académique, une argutie juridique sans fondement pratique, insistant que les dons de biens personnels ne nécessitaient pas une telle documentation formelle. Son ton était un peu plus aigu, trahissant une frustration naissante. David acquiesça d'un hochement lent, presque imperceptible de la tête. Dans des circonstances ordinaires, maître Whitfield, vous auriez parfaitement raison. Mais ceci n'est pas une circonstance ordinaire. Il laissa la phrase résonner, puis reprit avec une emphase mesurée. L'actif en question vaut 75 millions d'euros. Ce n'est pas un cadeau de Noël anodin. Les propres règlements de la commission des loteries exigent des preuves claires et irréfutables de l'origine de l'achat dans les litiges de cette ampleur. Monsieur Dubois a fourni ses preuves. La partie adverse, elle, n'a fourni que des témoignages. La différence entre une preuve tangible et une simple parole, si sincère soit-elle, était un abîme que David venait de creuser entre les 2 positions. Un frisson de soulagement traversa mon corps, léger et rapide, comme une feuille emportée par le vent. La balance commençait à pencher. Gregory Sims, le médiateur principal, un homme à l'allure austère et aux gestes mesurés, retira ses lunettes à double foyer. Il les posa avec un petit claquement sec sur la table, un son amplifié par le silence soudain qui s'était installé. Il me regarda directement, pour la première fois, ses yeux clairs fixant les miens sans ciller. Son regard était pesant, inquisiteur, comme s'il cherchait à percer mon âme. « Monsieur Dubois, dit-il, sa voix grave et posée, selon vos propres termes, quelle était votre intention lorsque vous avez donné le billet à votre fils ?» Toutes les têtes dans la pièce, lourdes de leurs pensées et de leurs calculs, se tournèrent vers moi. Je sentis les regards me percer. Des yeux de Christine, froids et impatients, à ceux de Daniel, fuyants et empreints d'une tristesse que je connaissais trop bien.
C'était la question, celle qui me hantait depuis des semaines, tournant en boucle dans mon esprit comme un vieux disque rayé. Je l'avais retournée chaque matin avec mon café noir, amer et réconfortant, et chaque soir avant de dormir, sous elle le plafond familier de ma chambre. Quelle avait été mon intention? Je me revoyais, ce jour-là, dans le petit kiosque à journaux, l'odeur du papier frais et de l'encre flottant dans l'air. J'avais donné à Daniel un billet de loterie sur une impulsion, négligemment, sans y penser, comme on tend un chewing-gum à quelqu'un ou une pièce de monnaie pour un café. C'était un geste banal, une petite attention paternelle. Je n'avais pas eu l'intention de lui donner 75 millions d'euros, car 75 millions d'euros n'existaient pas encore. C'était une promesse vide, un espoir infime, une fiction. Je lui avais donné un simple bout de papier qui valait tout juste 2 euros, le prix d'un rêve fugace. Je lui ai donné un billet, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, empreinte d'une conviction tranquille. Je me souvenais de Gérard et de la simplicité de nos échanges, des petits riens qui faisaient la richesse de notre quotidien. De la même manière que je pourrais donner une carte d'anniversaire à quelqu'un, un geste, une pensée. Je n'y ai pas réfléchi au-delà de l'instant. Je n'ai certainement pas pensé au droit de distribution des gains, car au moment où je le lui ai donné, le billet valait, dans le meilleur des cas, 2 euros. Je regardais Gregory Sims d'un air assuré, campé sur mes principes, sentant la justesse de mes paroles. Si je lui avais donné 2 euros en espèces ce jour-là au lieu d'un billet, et que, par une pirouette du destin, cet argent était d'une manière ou d'une autre devenu 75 millions d'euros, je ne crois pas que quiconque à cette table soutiendrait que la transformation de la valeur faisait également partie du don initial. L'analogie était simple, brute, et je sentais qu'elle frappait juste. Whitfield commença à objecter, un murmure d'indignation sur les lèvres, mais Christine, d'un mouvement brusque et calculé, posa sa main sur son bras, le faisant taire. Son geste, bien que subtil, était un ordre clair. Elle se pencha en avant, son regard d'acier rivé sur moi. C'est là, dans ce moment précis, que son masque de façade, si soigneusement élaboré, se fissura. C'est là qu'elle commit son erreur, une erreur fatale. « C'est absurde », dit-elle. Le contrôle qu'elle avait maintenu pendant des semaines s'effondrait, et sa voix avait perdu toute distance professionnelle, toute cette politesse forcée. Elle parlait maintenant d'elle-même, sans artifice, sans filtre, sa vraie nature perçant à travers la mince couche de vernis. Elle lui a donné le billet. Il a gagné. Point final. Sa voix montait, se faisant plus stridente, plus agressive. Elle essaie de voler son propre fils parce que nous lui avons demandé d'être réaliste quant à sa situation de vie. C'est de la rancœur pure et simple. Les mots résonnaient dans la pièce, chargés d'un venin qu'elle avait longtemps contenu. C'est la rancœur d'un vieil homme déguisé en langage juridique et tout le monde dans cette pièce le sait pertinemment. La pièce devint silencieuse, d'un silence lourd et oppressant. Le genre de silence qui tombe lorsque quelqu'un a dit exactement la mauvaise chose, la chose irréparable. Un silence si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. L'écho de ses paroles, vieil homme, rancœur, persistait comme une odeur âcre. Gregory Sims, le visage impassible, remit ses lunettes, un geste lourd de sens. David ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le verdict était dans l'air. Je regardais Christine de l'autre côté de la table. Son visage était cramoisi, sa respiration saccadée. Son calme, maintenu avec une discipline de fer pendant des semaines, à travers les petits déjeuners forcés, les numéros de salon joués pour les caméras des médias et les excuses répétées pour son comportement passé, avaient volé en éclats. Ce qui restait était ce qui avait toujours été en dessous. La conviction absolue qu'elle avait droit à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle estimait lui être dû, et une incapacité sincère à comprendre pourquoi le monde, ou moi, ne coopérait pas à ses désirs. Je me souvenais de scènes similaires, plus petites, plus privées, où elle avait déjà montré cette même fureur quand les choses n'allaient pas dans son sens, que ce soit pour une promotion au travail de Daniel ou un caprice pour leurs vacances. « Vieil homme », dis-je doucement, presque un murmure, plus à moi-même qu'à la pièce, savourant l'ironie amère de la situation. Le mot me piquait, mais il révélait aussi sa faiblesse. Daniel leva enfin les yeux de la table, où il s'était fixé pendant de longues minutes. Son visage était pâle, cireux, et un mélange de honte et de détresse passait dans ses yeux. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Whitfield passa encore 40 minutes à présenter des arguments,
a tenté de rafistoler les brèches béantes laissées par sa cliente, mais la donne avait irréversiblement changé. L'atmosphère était désormais lourde de la révélation de Christine, et ses mots sonnaient creux, dépourvus de leur force initiale. Le médiateur posa plusieurs questions de procédure, des détails techniques sur les délais et les prochaines étapes. David y répondit avec sa précision habituelle. Je signai 2 documents supplémentaires, confirmant une fois de plus les détails de mon compte et de ma carte bancaire, comme pour sceller l'évidence de mon achat. Gregory Sims clôtura la session en déclarant que la commission émettrait une conclusion formelle dans les 5 jours ouvrables et que la distribution des gains resterait suspendue en attendant cette conclusion. L'air frais de l'extérieur, lorsque nous quittâmes le bâtiment, me parut d'une douceur inouïe après l'atmosphère confinée et tendue de la salle de réunion. J'avais fait ma part. Il ne restait plus qu'à attendre. Nous avons quitté la salle, le silence de la commission planant encore lourdement dans l'air comme un parfum entêtant. Puis, l'ascenseur, dont les portes métalliques se refermaient avec un soupir mécanique, nous a ramenés à la réalité du rez-de-chaussée. Enfin, le parking s'est ouvert devant nous, sous un ciel de novembre plat et gris, lourd de promesses de pluie. Le vent frais, porteur d'une odeur de terre humide et de feuilles mortes, mordait les joues. Les arbres le long du boulevard, squelettiques, avaient depuis longtemps perdu toutes leurs feuilles. Leurs branches décharnées se dessinaient comme des doigts crochus sur le fond blafard du ciel. Christine passa devant moi sans un mot, ses talons claquant sèchement sur l'asphalte, le visage fermé, l'expression figée dans une colère froide. J'ai vu ses épaules se raidir, sa démarche se durcir. Daniel, lui, s'arrêta brusquement, à quelques pas seulement, comme frappé par une force invisible. « Papa ?» dit-il, sa voix à peine un murmure, brisée par la fatigue et la déception. J'attendis, le cœur serré mais inébranlable. Il semblait chercher quelque chose dans l'air, une phrase salvatrice, une position intenable qui lui aurait permis d'être à la fois loyal envers sa femme et fidèle à son père. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient embués, désemparés. Il secouait légèrement la tête, comme pour chasser une pensée insistante, mais ne trouva rien. Le silence s'étira, pesant de tout le poids de nos non-dits. « Je ne sais pas comment ça va finir », finit-il par avouer, les mots s'échappant avec difficulté. « Si, moi », répondis-je doucement, ma voix ferme malgré la tristesse que je lisais dans ses yeux. J'ai posé une main brève sur son épaule, une caresse fugitive, avant de me diriger vers ma voiture. Je suis monté dans ma vieille Peugeot, le cuir froid sous mes doigts, et je suis resté assis un instant, le moteur coupé, le silence enveloppant l'habitacle. Le bruit de la portière qui se refermait derrière moi avait scellé un chapitre. Je n'étais pas triomphant. Pas encore, en tout cas. Le goût de la victoire était amer, teinté de la peine de mon fils. Mais j'étais calme, d'un calme profond et inattendu. Ce calme, pour la première fois depuis des semaines, depuis la révélation du billet, depuis l'incursion de ce chaos dans ma vie, me semblait m'appartenir entièrement, comme si je l'avais enfin récupéré des griffes de l'anxiété. J'ai respiré lentement, sentant l'air frais remplir mes poumons, un air purifié de toute cette tension. David m'a appelé. C'était un mardi matin, 5 jours après l'audience, et j'étais dans le jardin, le rituel réconfortant de la taille des tiges mortes des échinacées entre mes mains. L'hiver s'installait, et il faisait assez froid pour voir ma respiration s'échapper en petites volutes de vapeur à chaque expiration. Le sol gelé craquait sous mes bottes, et une fine couche de givre scintillait sur l'herbe coupée court. Les gants épais protégeaient de mes mains du froid mordant. J'ai retiré mon gant gauche, sentant l'air piquant sur ma peau, et j'ai répondu. « La commission a rendu sa décision, dit-il, sa voix professionnelle, mais avec une pointe d'emphase que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai cessé de bouger, mes cisailles encore ouvertes sur une tige desséchée, le cœur suspendu. Ils ont statué en votre faveur. La documentation d'achat était suffisante pour établir votre droit de propriété. En l'absence d'un document de transfert signé et authentifié, ils ont refusé de traiter la réclamation de Daniel. Le prix reste suspendu. Je suis resté là, immobile au milieu de mon jardin, les tiges de fleurs fanées dans une main, mon téléphone, objet de tant de bouleversements, dans l'autre. Le monde semblait s'être arrêté, figé dans l'instant de cette nouvelle. Un lourd silence s'installa entre nous, juste le bruissement lointain du vent dans les branches nues. Un souffle chaud, celui de Gérard, me caressa l'esprit. Il aurait tant aimé ce jardin en hiver, avec sa beauté austère. Que se passe-t-il ensuite ?
ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Leurs avocats leur conseilleront qu'un recours civil est possible, mais la conclusion de la commission fait partie du dossier juridique et crée une position de départ très défavorable. Étant donné la déclaration de Christine aux archives, il marqua une pause, un court instant où le sous-entendu flottait. Son éclat en salle d'audience ne leur a pas été utile. C'est dans le procès-verbal. J'ai senti un frisson, non pas de triomphe, mais de reconnaissance glacée. « Je sais », ai-je dit, le souvenir de son visage déformé par la rage encore vif. « Pour réclamer le prix à votre nom, vous devrez soumettre votre billet rapidement. Pouvez-vous venir à Paris cette semaine ?»« Ce jeudi », ai-je dit, sans hésitation, une nouvelle détermination s'installant en moi. J'ai soumis le billet le jeudi, comme convenu. Le processus de vérification, d'une minutie extrême, a pris 11 jours. Pendant ces 11 jours, la maison de la rue de l'Orme, mon sanctuaire de toujours, est devenue le théâtre d'une étrange cohabitation. Daniel et Christine y vivaient toujours, eux aussi. Mais c'était comme si nous étions des fantômes les uns pour les autres, traversant les mêmes espaces sans jamais nous rencontrer véritablement. Nous nous croisions dans les couloirs, des rencontres furtives et gênantes où les regards s'évitaient, où les mots restaient bloqués dans les gorges. Les repas, autrefois moments de partage, se prenaient désormais séparément, chacun dans son coin, le silence de la cuisine lourde de tout ce qui n'était plus. La maison, d'ordinaire si pleine de vie, même tranquille, était sous pression, comme l'air raréfié dans un bocal scellé, chaque respiration semblant un effort. Christine ne m'a plus adressé la parole après l'audience, son silence, un mur infranchissable. J'ai découvert, non sans une certaine surprise mêlée d'un étrange soulagement, que c'était préférable à l'arrangement précédent, aux piques quotidiennes et aux sous-entendus venimeux. Au moins, la guerre était ouverte, et non plus larvée. Un soir, Daniel a frappé à ma porte, un coup hésitant, presque inaudible. Il se tenait là, l'air perdu, les mains dans les poches. « Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une sincérité désespérée. « Non », ai-je répondu, le cœur serré en le voyant si affligé. « Mais merci de demander. » Son offre, aussi vaine soit-elle, était un rappel de l'amour qui subsistait, même au milieu des décombres. Quand la commission a finalement confirmé ma réclamation, la nouvelle a apporté une clarté brutale. Je me suis assis à la table de la cuisine, le bois lisse sous mes paumes, avec une lettre que David m'avait aidé à préparer. Un avis formel, concis et implacable, donnant à Daniel et Christine 60 jours pour quitter la propriété. Chaque mot pesait son poids d'histoire, de déception et de décision. Je la leur ai remise en personne, à chacun d'eux, dans la même cuisine où tant de moments de vie avaient été partagés. J'en ai posé une copie devant Christine d'abord, la feuille de papier craquant légèrement sous mes doigts. Elle l'a lue sans expression, ses yeux balayant les lignes avec une froideur clinique, comme si elle lisait un document d'affaires sans lien avec sa propre vie. Puis elle leva les yeux, un éclair de défi dans le regard. « Vous faites vraiment ça ?» dit-elle, sa voix rauque d'incrédulité et de fureur contenue. « Oui », répondis-je, ma voix ferme, inébranlable. « Après tout ce que nous avons traversé. » La phrase était une accusation, un appel à ma conscience. « Après tout ce que nous avons traversé », acquiesçai-je, mon regard ancré dans le sien, soulignant l'ironie amère de ses propres actes. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le carrelage avec un bruit strident, et quitta la cuisine sans un mot de plus. 30 minutes plus tard, j'ai entendu distinctement le bruit des valises être sorties du placard à l'étage, un son lourd et définitif. Daniel, lui, ne lut pas sa copie. Il me regarda simplement, ses yeux d'un bleu profond, remplis d'une tristesse infinie, mais aussi d'une compréhension silencieuse. « Je comprends », dit-il, « et c'est peut-être la partie la plus complexe, la plus déchirante de toute cette histoire. Car Daniel était mon fils, ma chair, mon sang, et je n'avais pas cessé d'aimer mon fils, pas un instant. Ce que j'avais cessé de faire, c'était de permettre à cet amour, si profond et inconditionnel, d'être une porte ouverte, une brèche par laquelle des choses qui n'étaient pas de l'amour, l'avidité, la manipulation, le manque de respect, pouvaient entrer et s'installer dans ma maison, dans ma vie. Ce n'est pas la même chose, et cette distinction, je l'avais apprise à mes dépens. Ils sont partis en 3 semaines, le temps s'écoulant avec une lenteur douloureuse, chaque jour un pas de plus vers la fin. Whitfield,
L'avocat de Cleveland s'était retiré de l'affaire avec un soupir de résignation après avoir examiné les conclusions implacables de la commission et le procès-verbal enregistré. Sans représentation et sans une demande viable, le recours formel s'est éteint comme une bougie à bout de souffle. Le dernier matin, un froid matin d'hiver où le soleil peinait à percer la brume, Daniel descendit l'escalier familier avec 2 sacs, ses dernières affaires. Christine avait déjà mis les siennes dans la voiture, moteur tournant, impatiente de tourner la page. Il se tint un instant dans l'entrée, le regard balayant les lieux, s'attardant sur le crochet au mur où son cartable d'école avait si souvent pendu, sur le carrelage usé par des décennies de pas, sur l'escalier qu'il avait gravi 10 000 fois, enfant, adolescent, jeune homme. Un micro-flashback, fugace et doux amer, d'un petit Daniel trébuchant sur ces mêmes marches, m'a traversé l'esprit. « C'est vraiment un adieu », dit-il, sa voix à peine audible, chargée d'une nostalgie poignante. « Ça n'a pas besoin de l'être », répondis-je, ma voix adoucie par l'émotion. « Mais c'est un adieu à cette version-ci de notre histoire, de notre relation. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Oui », murmura-t-il, avant de s'approcher et de m'étreindre. J'ai tenu mon fils un instant, le serrant fort contre moi, sentant la chaleur de son corps, et je l'ai serré en retour. Je n'ai pas pleuré, même si j'en étais proche, retenant mes larmes avec une force puisée au plus profond de moi. Puis, il a pris ses sacs et est parti, la porte se refermant doucement derrière lui. Je les ai regardés s'éloigner sur la rue de l'Orme. La voiture glissant sur l'asphalte humide, passant devant les chênes majestueux de Gérard, dont les branches nues se dressaient fièrement, comme des sentinelles silencieuses. Ils ont contourné le virage où la route s'incurvait vers le sud, disparaissant de ma vue. Puis j'ai fermé la porte, le clic du loquet résonnant dans le silence soudain de la maison. Le bruit des pneus s'est éteint au loin. Je suis allé à la cuisine, le silence des lieux à présent total, enveloppant. J'ai mis la bouilloire à chauffer, le sifflement familier du métal montant en puissance. J'étais seul dans ma maison, enfin, et ma maison était à moi, entièrement à moi. Le poids des semaines passées s'est dissipé comme la brume matinale, laissant place à une paix profonde, un calme retrouvé qui vibrait dans chaque recoin de mon foyer. Le printemps arriva tôt cette année-là, comme une promesse murmurée par le vent encore frais. Je l'ai remarqué d'abord dans le jardin, un matin où l'air portait une humidité douce, promesse d'une averse prochaine, mais aussi d'un renouveau. Un vert si hésitant et pâle qu'il fallait plisser les yeux pour le distinguer, perçant le sol encore froid et dur le long de la clôture sud, là où le soleil du matin s'attardait le plus. 20 tulipes, des rouges vifs, des jaunes éclatants, et une d'un violet si profond qu'elle semblait absorber la lumière. Je ne me souvenais pas de les avoir choisies, ni même plantées, mais j'étais follement content de les voir poindre, un cadeau inattendu du passé. Je me suis tenu là, dans mon vieux manteau en tweed, dont les coudes étaient usés par tant d'années passées à corriger des copies et à lire des histoires. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un nœud ancien qui s'était noué insidieusement et qui était resté tendu pendant très, très longtemps, emprisonnant mon souffle. C'était comme si le poids des derniers mois, des dernières années, s'évaporait avec la rosée du matin. Le prix exact, après les impôts fédéraux et régionaux méticuleusement calculés, s'élevait à environ 38 millions d'euros. Une somme abstraite, presque irréelle. Ma conseillère financière, Patricia Lowe, une femme aux cheveux tirés en arrière et aux yeux vifs derrière des lunettes fines, m'a demandé lors de notre première rencontre, dans son bureau impeccable d'où l'on voyait la Seine par une fenêtre sans tache. « À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans 5 ans, monsieur Bernard ?» Personne ne m'avait posé cette question depuis des décennies, pas depuis que Gérard et moi avions rêvé d'une retraite paisible, voyageant et jardinant. J'ai gardé la maison, bien sûr. C'était l'impensable de la quitter. Mais surtout, j'ai fait réparer le porche arrière. Gérard l'avait construit de ses propres mains, brique par brique, poutre par poutre, un projet de longue haleine qui avait pris tout un été, et il avait besoin d'attention depuis au moins 3 ans. Les planches de bois gondolées et les marches branlantes. Je me rappelais Gérard pestant contre un clou récalcitrant, le marteau à la main, le front perlé de sueur, mais un sourire toujours aux lèvres. Quand le charpentier eut terminé, laissant derrière lui une odeur agréable de bois neuf et de sciure propre, le porche semblait rajeuni, solide et accueillant.
Je me suis installé là un après-midi ensoleillé, le soleil de fin de printemps caressant les planches lisses. Avec une tasse de café fumant, son arôme riche se mêlant à celui du jasmin grimpant, j'ai lu pendant 2 heures, le bruit des pages tournées étant le seul son, et je me suis senti presque entier, le vide laissé par les départs récents se remplissant d'une paix simple et profonde. J'ai créé un fonds de bourse d'études par l'intermédiaire du district scolaire de Danton, ma vieille école. 3 bourses annuelles pour les lycéens en terminale souhaitant se lancer dans l'enseignement, pour aider ces jeunes esprits à embrasser la vocation que j'avais tant aimée. Je l'ai nommé en l'honneur de Gérard. Le proviseur, un homme habituellement réservé, a pleuré ouvertement quand je lui ai dit la nouvelle, la voix étranglée par l'émotion, me serrant la main avec une gratitude sincère. « C'est un geste magnifique, monsieur Bernard », avait-il dit, les yeux rougis. J'ai aussi voyagé. Ruth est venue avec moi au Portugal en mai. Nous avons longé la côte escarpée, le vent salé dans les cheveux, mangé du pain rustique imbibé d'huile d'olive fruitée, bu du vin léger et pétillant sur une terrasse surplombant l'océan Atlantique, dont les vagues se brisaient en un murmure incessant. Ruth a dit que c'était le plus beau voyage de sa vie, ses yeux pétillants de joie, ce qui en a fait le plus beau du mien, sans aucun doute. Quant à Daniel, Christine et lui se sont séparés 8 mois après avoir quitté ma maison. Ce qui tenait leur mariage, cette façade de convenance et de non-dit, ne suffisait apparemment pas à le maintenir debout une fois l'illusion dissipée. Christine a déménagé à Phoenix. Je ne cherche pas d'informations à son sujet, et aucune ne m'arrive naturellement, comme si elle s'était évanouie dans l'air. Daniel m'a appelé en septembre, un après-midi où la lumière tombait en biais dans le salon, dorant la poussière dans l'air. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran lumineux de mon téléphone, et je suis resté un long moment sans décrocher, la main en suspens, le cœur battant un rythme étrange. Appréhension? Espoir? Je ne savais pas. Finalement, j'ai glissé mon doigt. « Salut, papa !» Sa voix était hésitante, plus douce que je ne l'avais entendue depuis longtemps. J'ai dit « Bonjour, Daniel !» Un silence, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. « Je n'attends rien, a-t-il dit, sa voix se renforçant légèrement. Je voulais juste entendre ta voix. » Nous avons parlé 40 minutes. Son travail, la météo, les petites banalités qui remplissent la vie, rien de bien extraordinaire en apparence, mais chaque mot était un fil ténu retissant une connexion. Avant que nous raccrochions, il m'a demandé « Es-tu heureux ?» J'ai regardé par la fenêtre les chênes de Gérard, majestueux, leurs feuilles d'un vert profond sous le soleil estival, bruissant doucement sous une brise légère. « Oui » ai-je répondu, et c'était vrai. Un bonheur simple et authentique qui n'avait pas besoin d'artifice. Nous nous parlons maintenant de temps en temps, non plus avec le poids écrasant des attentes d'autrefois, ni l'ombre des reproches passés, mais honnêtement, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Ce qui avait été détruit entre nous, ce n'était pas l'amour, non. C'était l'illusion qu'un amour sans honnêteté sous-jacente, sans vérité profonde, suffit à maintenir quoi que ce soit de réel, de durable. J'ai dîné avec Ruth cette semaine-là, dans ma cuisine baignée de la lumière tamisée du soir, et je lui ai raconté tout cela, le silence respectueux de son écoute remplissant la pièce. Elle a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps, puis a dit, un sourire malicieux aux lèvres, « Tu sais ce que dirait Gérard ? Il dirait que j'aurais dû réparer le Porsche il y a 3 ans. » J'ai éclaté de rire, un rire franc qui me faisait du bien. « Il dirait ça aussi » ai-je répondu, essuyant une larme au coin de l'œil. Ruth a acquiescé, son regard empli de cette sagesse tranquille que seules les années peuvent apporter. Nous avons ri encore un peu. La cuisine était chaude et imprégnée des odeurs du dîner, et dehors, les chênes frémissaient sous le vent du soir, leurs ombres dansantes sur la pelouse. Et j'étais enfin, totalement et sans réserve, chez moi, dans mon havre de paix retrouvé. On dit que la famille est tout, et je crois que je viens d'apprendre à lire ce mot plus attentivement, à en sonder les profondeurs au-delà des apparences. La famille, ce ne sont pas seulement les gens qui partagent votre toit, qui portent le même nom. Ce sont ceux qui vous voient clairement, avec toutes vos failles et vos forces, et qui restent, malgré tout, par choix, par amour véritable. C'est l'honnêteté brute, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Même quand cela coûte cher, même quand cela implique de laisser partir ce qui ne vous servait plus, c'est l'amour qui n'exige pas que vous disparaissiez, que vous vous effaciez pour exister. J'ai planté des tulipes à l'automne,
sans savoir si je serais là pour les voir éclore au printemps. J'étais là. Quoi que vous affrontiez en ce moment, quelle que soit la porte par laquelle quelqu'un essaie de vous pousser, vous avez le droit de demander qui est le propriétaire de cette porte, de cet espace, de votre propre vie. Vous avez le droit d'être vous-même. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais vraiment le savoir. Laissez un commentaire. Et merci sincèrement d'avoir écouté mon histoire, d'avoir partagé un instant de mon chemin.